Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'École alsacienne pour cette deuxième table ronde de notre cycle de table ronde à l'occasion des 150 ans de l'École alsacienne. Vous savez qu'on fête cette année notre 150e anniversaire et nous nous sommes dit qu'il était intéressant, parmi d'autres événements qu'on vous propose tout au long de l'année, d'avoir un temps de réflexion sur différentes questions d'éducation. Et parmi ces questions, l'une qui nous semble absolument essentielle, c'est bien évidemment la question de l'environnement, du climat, de l'éco-responsabilité, parce qu'au quotidien, tout au long de l'année, dans les classes, évidemment, on essaye de transmettre un certain nombre d'informations, de connaissances, on essaye de sensibiliser nos élèves, nous menons un certain nombre d'actions. On est conscient aussi peut-être de ne pas faire suffisamment, et nous avions donc particulièrement envie d'aborder ce thème avec des spécialistes et puis avec des élèves de l'école alsacienne. Voilà, je laisse immédiatement la parole à nos invités et à Daphné Roulier qui va vous les présenter. Merci infiniment pour votre présence ce soir. Merci Brice, parent. Alors, comment grandir à l'ère du réchauffement climatique? C'est une vaste et épineuse question qui mériterait d'être effectivement posée aux épreuves du bac philo. Comment grandir, déployer ses ailes, avoir foi en l'avenir, se projeter quand l'humanité fonce dans le mur sans que rien ne vienne sérieusement infléchir sa trajectoire? Rien qui soit en tout cas à la hauteur des appels des scientifiques du GIEC, des coups de gueule du secrétaire général des Nations Unies ou, pour les plus croyants, des coups de crosse du pape. Rien qui puisse en tout cas nous éviter le mur ni amortir les chocs. Alors, comment être serein face à ce qui se profile, peut-être en s'inspirant de ces trois femmes ici présentes? Chacune, à sa manière, a fait du combat pour le vivant son combat et un chemin pour avancer, car le meilleur des médocs, au fond, c'est l'action, et ce n'est pas elles qui me contrediront. Alors, Claire Nouvian, vous avez attrapé le virus de la mer, non pas palme aux pieds, mais comme on pourrait le penser, mais à l'aquarium de Monterey en Californie. C'est là qu'elle découvre, que vous découvrez les créatures des abysses. Journaliste, documentariste, vous profitez d'un repos forcé pour plonger dans les profondeurs océaniques. Vous assimilez en apnée toute la littérature scientifique sur le sujet et partez à la rencontre des plus grands biologistes marins. Vous en ferez des films, un livre, une exposition et surtout votre vie. Vous créez l'association Bloom, d'abord comme un outil pédagogique, avant d'en faire une organisation ouvertement militante. En 2016 puis en 2019, vous obtenez 2 victoires majeures à Bruxelles, l'interdiction du chalutage profond et l'interdiction de la pêche électrique, un combat qui vous vaudra d'être distingué par le prix Goldman, l'équivalent, excusez du peu, du prix Nobel en matière d'environnement. Claire Nouvian, vous n'avez pas l'ambition de faire carrière. Non, ce que vous voulez modestement, c'est changer le monde et nous avec. Le meilleur médicament contre l'éco-anxiété, ce ne sont pas les anxiolytiques, c'est l'action. Camille Etienne en est la preuve vivante. À 25 ans, cette suractiviste court le monde pour nous sauver. Vous êtes devenue en moins de 2 ans la Greta Thunberg française. Quand vous ne bloquez pas une assemblée générale de Total, vous soulevez aux côtés des anti-bassines, vous débattez sur les plateaux télé, vous donnez des conférences. Avec votre teint de rose des neiges et votre débit mitraillette, cette première de classe, vous êtes première de classe, vous avez obtenu 19,20 de moyenne au bac ES. Je suis bien informée. 19,20. Vous incarnez l'anti-désespoir d'une jeunesse en mal d'incarnation brute, de décoffrage et 100% éco-responsable. Bref, ils ont trouvé en vous, Camille Etienne, une voix qui porte. En tout cas, moi, j'ai trouvé en vous une voix qui porte. Et enfin, près d'Angoulême, la chef Laure Mardoc s'est mise en tête de gagner la révolution délicieuse. Vous avez lancé Cap Veggie ou Cap Veggie, qui apprend aux chefs cuisiniers à végétaliser leur menu dans les cantines scolaires notamment. La restauration collective, Laure Mardoc, c'est 10 millions de repas par jour en France. Autant dire un levier aussi massif qu'efficace pour nous apprendre à manger mieux et autrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on passe des bancs de Sciences Po au piano de cuisine, et vous nous raconterez ça. C'est à vous, chers élèves, Élodie, Paul et Jeanne. Bienvenue. Merci d'être là. Alors, bonsoir à toutes les trois. Je ne sais pas si on m'entend bien. Je vais commencer avec vous, Claire Nouvian.
et vous poser une question assez simple. Sommes-nous préparés aux impacts et aux surprises que nous réserve le dérèglement climatique? Et de manière générale, quel est l'état des lieux aujourd'hui des océans qui jouent un rôle crucial? Alors, merci à toutes et à tous. Merci à Daphné Roulier pour cette invitation et à vous pour votre préparation. Alors, sommes-nous préparés d'un point de vue matériel, physique, la société, ou nous préparés psychologiquement? Les trois, en général. Non, on n'est pas du tout préparé. Alors, je pense qu'on n'est pas prêt psychologiquement et on n'est pas prêt cognitivement. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la possibilité de se représenter ce qui est vraiment en train de se produire. Et c'est une grande interrogation en réalité, parce que nous, on travaille, l'association que j'ai fondée est composée pour moitié de chercheurs, d'ingénieurs, de chercheurs, de scénographes, de biologistes, d'alieux, de data scientists, enfin, de nombreuses personnes avec des capacités scientifiques. Et on collabore avec des laboratoires de recherche, avec des instituts de recherche. Et en fait, il y a un feedback très constant qui nous revient de la part des climatologues, c'est une forme de sidération, de se dire mais c'est fou parce qu'en fait nous on a la data, on a les données, on a fait de notre mieux pour les raconter, pour expliquer ce qui est en train de se passer. Au début c'était prédictif, on disait à l'humanité croyez-nous, croyons nos modèles, on les connaît assez bien, donc ça c'était il y a des dizaines d'années. Et puis, depuis, le changement climatique est devenu une réalité qui impacte de façon très visible notre environnement, nos choix de vacances, en réalité, nos choix même d'investissement. Mais enfin, tout a déjà changé dans nos têtes, on s'en rend bien compte. Mais en fait, nous, on s'est déjà un petit peu adapté, finalement, dans nos stratégies de vacances. On se dit, tiens, la Grèce, en été, il fait peut-être un peu trop chaud, peut-être qu'on va aller en Écosse. Enfin voilà, on est dans ce genre de calcul, alors qu'en réalité, on n'a pas encore pris la mesure de ce qui est en train de se produire et de la gravité de ce que ça implique. Alors déjà, pour les pays du Sud, il faut vraiment bien se rendre compte, parce qu'on a pendant longtemps dit... D'ailleurs, on entend encore dans les médias parler au futur, vous voyez, du changement climatique. Ça va, il va y avoir un futur simple comme ça, mais c'est pas au futur simple maintenant que ça se conjugue, c'est au présent. Et en fait, on a du mal à se représenter ça, d'une part, en effet, pour les pays du Sud et même pour nous-mêmes. Alors, évidemment, les plus précaires vont souffrir plus que nous. Et c'est un peu la constante hein, dans la trajectoire de nos sociétés. Et ils souffrent déjà plus que nous. Et donc, je rappelle quand même souvent que la première famine climatique a déjà eu lieu. Elle a eu lieu à Madagascar. Et en fait, on a vu des enfants mourir de faim. Parce que les récoltes à Madagascar étaient impactées par des conditions climatiques qui étaient extrêmes. Et c'était couplé, évidemment, avec toujours le fait qu'adviennent des événements extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Et donc, cette matérialité du changement climatique, pendant longtemps, on s'est dit, voilà, ça va devenir, les climatologues se disaient, les gens vont finir par y croire, ça y est, les gens y croient, et pourtant, ils ne se représentent pas. Et en fait, la semaine dernière, j'étais avec une climatologue qui va sortir des choses incroyables d'ici peu de temps, qui me disait, si les gens se rendaient compte, en fait, si les gens se rendaient vraiment compte de ce qui est en train de se passer, ils ne parleraient que de ça, on ne se préoccuperait que de ça, et toute notre vie, et toutes nos journées, et toutes nos activités seraient tournées vers ça. Parce qu'en fait, le changement climatique, couplé à l'effondrement de la biodiversité sur Terre, sont en train de bouleverser l'ensemble de toute nos trajectoires. Et c'est impératif. Donc maintenant, revenons à ce qui est en train de se passer, évidemment, sur la question physique du changement climatique. Donc je pense que tout le monde sont déjà dans un état de sidération. mais même pas encore assez, en fait, c'est fou. Et nous, on a des longues réunions comme ça, parce qu'on passe évidemment des heures à travailler sur des modèles, sur les émissions de CO2, sur le budget carbone des nations. Et donc on regarde en fait les trajectoires. Et nous, on a peur, en fait, au bureau, pour être honnête. C'est ce qu'on partage, en fait, au sein de l'association, puisqu'on est toute la journée dans les données. Et c'est dur, hein, d'être toute la journée dans les données. Parce que ça laisse aucun répit au fait de rentrer dans un bar. En sortant aujourd'hui d'une réunion, je devais voir quelque chose avec quelqu'un. On s'est mis dans un café pour travailler. Il y avait de la musique. La musique, on avait envie de se mettre à danser. Ça, sympa, la petite musique. Et je me suis dit, c'est ça, la musique, ça fait ça. On va dans un café, on a envie de danser. Et puis d'oublier
d'oublier, j'avais limite envie de me lever, de danser, quoi. Vraiment, de me dire, allez, pendant 5 minutes, je me lève, je danse, j'oublie, un peu de légèreté. Et en fait, je me disais, les gens autour de moi, ils étaient là, et on voyait qu'il y avait, que tout était conditionné pour qu'on oublie, pour qu'on consomme, pour qu'on s'amuse, pour qu'on danse, pour que machin. Et je me disais, mais nous, on est tout le temps ramenés comme ça, à cette conscience lourde, difficile. Elle est lourde, elle est difficile à porter. Et ce qui nous soigne, évidemment, c'est d'agir. Mais donc, les climatologues sont dans cet état de sidération. Les océanographes avec lesquels on travaille nous ont dit, donc les auteurs du rapport du GIEC nous disent, on a vraiment rendu la réalité du constat, on l'a un peu amorti, en réalité. Le rapport du GIEC, on l'a fait un peu soft, nos rapports, on les fait un petit peu soft, en se disant que ça allait permettre l'absorption, que ça allait permettre aux gens de les lire sans prendre peur et se dire tout est foutu, parce que ça c'est typiquement des discours des gens qui ne veulent surtout pas agir et changer leurs privilèges à court terme. Donc non, tout n'est absolument pas foutu, et ça on y reviendra j'imagine plus tard dans la discussion. Mais en fait on voit bien que c'est vraiment dur à prendre comme ça, et les chercheurs disent on ne sait plus comment parler en fait, on ne sait plus comment s'adresser. Parce que quand on dit les choses telles qu'elles sont, on nous dit, mais vous êtes des prophètes de malheur, vous allez, qu'est-ce que vous voulez, voilà, les gens vont se décourager, ils vont arrêter d'agir, etc. Et puis si on dit les choses de façon à ce que ce soit audible, en disant, en tournant la même phrase, au lieu de dire, ça va très vite et ça va très mal, en disant, des solutions sont encore possibles, on peut encore faire des choses, vous voyez, eh bien, ça ne génère pas non plus le réveil politique, institutionnel, corporate, parce que le monde corporate, j'avoue, j'en suis là, à croire qu'il va vraiment falloir que les entreprises se bougent parce que le politique nous désespère. Donc voilà où on en est. Donc dans l'océan, pour faire, pas du tout court, hein, parce que c'est raté pour faire court, mais dans l'océan, donc déjà, commençons par la base, hein, l'océan, c'est donc notre meilleur allié, ça devrait être notre meilleur ami climatique. C'est évidemment 71% de la surface de la planète, mais ça c'est quand on pense en 2 dimensions, et il faut penser en 3 dimensions, puisque la profondeur moyenne de l'océan est de 3800 mètres. Donc on est sur un volume d'eau qui est quand même de 98% de l'eau de cette planète. Donc c'est le régulateur thermique. C'est là qu'on a les réserves, les possibilités de générer en fait un climat qui est stable et qui redistribue la chaleur au niveau planétaire. Et l'océan n'a jamais été aussi chaud depuis qu'on enregistre les températures. 2023 a été une année record de température, avec des conséquences sidérantes, mais je ne vais pas tous vous déprimer tout de suite, on y reviendra peut-être, mais des conséquences qui sont sidérantes et qui, évidemment, la chaleur globale ayant augmenté déjà, on est à 1,2 degré de réchauffement global, comme vous savez, ça accélère la fonte des glaces et l'expansion thermique de l'eau. Donc on a un double facteur évidemment de fonte des glaces avec une élévation du niveau des mers et une expansion thermique par la chaleur de l'océan qui fait que, en effet, le niveau d'élévation des mers ne fait qu'augmenter et à une vitesse absolument sidérante. Avec évidemment une absorption plus élevée du CO2, donc des phénomènes d'acidification, on est en train de changer le pH de l'eau, ce qui génère évidemment la dissolution des organismes calcaires, donc tous ceux qui ont un squelette calcaire, les huîtres, là tout le monde va dire « Ah non !» Et oui, les huîtres, parlons de choses qui vraiment comptent pour nous, plus que les récifs coralliens. Mais les récifs coralliens sont en fait voués à disparaître d'ici 2050 à environ 90%. Ça entraîne évidemment des déstructurations, parce que les récifs coralliens, vous allez me dire « Mais c'est pas si important, c'est moins de 1% des écosystèmes marins dans l'océan ». Mais il se trouve que même si c'est moins de 1% sur les fonds en occupation, c'est 25% de la biodiversité marine. Donc on a vraiment un intérêt collectif à faire en sorte, évidemment, de rester sous la barre des 2 degrés. Donc pour achever le tableau noir, mais je n'ai même pas fini sur l'océan, mais je ne finirai pas ce soir, parce que sinon, moi je vais parler toute la soirée. Mais voilà, vous savez, pendant la COP28, un rapport d'une grande importance de UNEP, le programme environnemental des Nations Unies, un rapport qui s'appelle Broken Record, a donc enterré la possibilité de rester sous les 1,5 degrés de réchauffement global, ce qui est évidemment l'objectif de l'accord de Paris, même si l'accord de Paris disait il faut viser 1,5, vraiment, c'est ce qu'il faudrait viser, et vraiment, si on ne peut pas faire 1,5, alors au minimum, il faut rester sous les 2 degrés. Est-ce que vous connaissez la trajectoire actuelle de température sur laquelle on est actuellement aujourd'hui ?
4, 3,1. On est à 3,1. Là, aujourd'hui, on est à 3,1. Mais c'est avec, comme dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est avec l'existant en termes de fossiles, en termes d'exploitation d'hydrocarbures. Or, il ne vous a pas échappé que les majors des hydrocarbures sont en train de lancer des champs gaziers et pétroliers, et même parfois charbon, partout sur Terre. Donc on est sur une augmentation de la température qui est absolument vertigineuse. Alors voilà pour l'état des lieux. Voilà, merci. Maintenant je m'arrête et je suis sûre que vous aurez tous d'excellentes nouvelles à partager. Donc justement, Claire Nouvian, dans ces conditions que vous venez de nous exposer, est-ce que vous diriez que l'espoir est un luxe ? Non, je pense que l'espoir est une religion. Je pense que l'espoir est une question très personnelle, très intime, qui alors, je vous le dis tout de suite, ne m'intéresse pas du tout. Voilà, pas du tout, c'est pas mon sujet. Chacun sa religion. Si certains sont en foi d'espoir, c'est leur droit. C'est pas notre sujet. Mon sujet, il est vraiment... La question que Jeanne pose, Élodie, pardon, pose, c'est est-ce qu'il n'est interdit d'espérer compte tenu de l'état actuel de la planète? Oui, alors, mais c'est pour ça que pour moi, la question de l'espoir, elle est absolument pas... Comment ne pas désespérer? En fait, je suis désespérée. C'est d'ailleurs le livre que j'ai offert récemment. Je suis désespérée. Je suis de l'école de Günther Anders, le premier mari de Hannah Arendt, que vous avez peut-être déjà vu en philo, qui a écrit un tout petit livre. Vraiment, je recommande ce tout petit entretien qui s'appelle « Et si je suis désespérée, que voulez-vous que j'y fasse ?» Vous imaginez que moi, quand j'ai vu ça dans les étals des libraires, je me suis jetée dessus. J'en ai pris genre 50 et je les ai offerts à tout le monde. Non, je l'ai d'abord lu. Mais de fait, c'est un petit entretien qui, pour moi, a vraiment fixé mon éthique et ma ligne de conduite, parce qu'il dit... Günther Anders, c'est le grand penseur du globocide, c'est-à-dire de Hiroshima. Il a suivi avec sidération ce qui s'est passé avec Hiroshima. Il avait émigré aux États-Unis d'Allemagne étant un juif allemand dans les années 30. Il est arrivé aux États-Unis. C'est passionnant, je vous laisse découvrir Günther Anders. Mais bref, Günther Anders pensait déjà la possibilité de l'humanité de se détruire elle-même avec l'arme nucléaire. Et donc, ce qu'il a pensé, en fait, en termes de possibilité de destruction de masse, il l'a finalement assez facilement exporté et plaqué sur ce qu'on est en train de faire à notre environnement. Et il dit, en gros, je vous la fais courte, quoi, mais il dit, je n'ai pas besoin de courage, je n'ai jamais eu besoin de consolation. L'espoir, je ne sais pas ce que c'est. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir. Il faut agir pour essayer de se sortir de la situation dans laquelle on s'est mise. Et en fait, on s'est mis, pardon. Et en fait, c'est cet axe-là, c'est un axiome de l'action, de se dire, on fera le bilan plus tard. Ce qui est certain, c'est que chaque dixième de degré compte, on l'a entendu, il faut le répéter en permanence. Agissons, on fera le bilan plus tard. Et en fait, on verra. Moi, c'est les gens qui ne sont pas dans l'action et qui me disent, j'espère que ça va bien aller, je regarde les choses avec passivité. Alors vraiment, par contre, je vous le dis tout de suite, ce qui génère beaucoup de colère en moi directement, c'est le technosolutionnisme. Hein. Les gens qui m'expliquent moteur en hydrogène et tout. Alors là, les techs, là, les gens d'un peu la Silicon Valley qui sont là dans leur truc de tech en disant qu'avec la tech, on va régler les problèmes dans lesquels on est. Non, la tech ne va pas nous sortir de quoi que ce soit. C'est la volonté politique et la réorganisation de la société selon, pour le coup, un axe très clair de solidarité internationale. Sinon, ça ne va pas marcher. Et donc, on jette tout de suite le terme de décroissance, histoire de mettre l'ambiance. Non, sobriété, hein, pour ne pas parler de décroissance, mais en réalité, il faut passer par une décroissance. La matérialité de nos vies n'est pas compatible avec une trajectoire de sobriété qui est indispensable et qui est non négociable à l'heure où on en est. Vous avez une fille de 14 ans qui ont à peu près le même âge que les étudiants ici présents, et je pense qu'ils ont des questions à vous poser à propos de votre fille, justement. Comment est-ce qu'elle vit ? Oui, enfin voilà, du coup, tu es en face de moi. Mais comment, je ne sais pas à qui m'adresser, mais donc Claire Nouvian, comment votre fille vit-elle votre combat, ces discours incessants sur... je peux lui demander. Je suppose, sur cet état des lieux assez tragique. Est-ce qu'il y a quand même une certaine éco-anxiété ? Est-ce qu'on peut parler de ça ? Est-ce que tu te sens éco-anxieuse ?
Non, en fait, j'envahis tellement l'espace avec mon travail, finalement, en permanence, que je lui raconte, finalement, elle voit l'espèce d'agitation perpétuelle de Speedy Gonzalez qui se lève tôt, qui part ce matin à la matinale, je ferme la porte sans faire de bruit, je termine tard, je reviens. Donc maintenant, elle est grande, je peux l'emmener avec moi dans un certain nombre d'événements. Mais et de temps en temps, elle me dit, mais qu'est-ce que tu faisais à Bruxelles? Et donc, je lui dis, hier, j'étais à Bruxelles, je reviens, elle me dit, t'as gagné, parce qu'elle est habituée à ce que j'aille pour des votes. T'as gagné? Je dis, non, là, c'est juste une conférence. Voilà. Et donc, elle me dit, mais voilà, on est à un âge où, en fait, on a beaucoup plus parlé, finalement, des Mérovingiens entre nous, je crois. Moi j'ai une passion pour la Fed royale et le combat entre Sigebert et voilà, les rois mérovingiens et leurs cruelles femmes. Ça me passionne et donc on a plus parlé d'histoire et de Napoléon et de mérovingiens, etc. que de changement climatique. Je crois que c'est très prégnant dans l'environnement global. Donc non, je crois que, je sais pas, comme on a de l'énergie, en fait on rigole déjà beaucoup. Et finalement, non mais moi je vous le dis, hein, je suis là, je vous rapporte que des mauvaises nouvelles, les mauvaises du monde, enfin les nouvelles du monde. Je ne suis là que pour faire écho aux nouvelles du monde, mais cultivons la joie, la bonne humeur et de fait la danse, hein, enfin la danse, le rire, les copains, etc. Parce qu'il faut cultiver ça et se recharger en énergie pour justement faire face au combat. Mais il faut prendre sa part. Et je sais que vous n'êtes pas des gens, vous n'êtes pas des gens commun. On sait qu'on est quand même dans une école privilégiée et que vous avez des possibilités d'action de là où vous êtes. Je sais qu'on aura l'occasion de le redire, mais de là où vous êtes, vraiment, vous pouvez agir. Et il faut agir. Et il n'y a aucune excuse à ne pas agir. Et de chaque entreprise, de chaque zone, que ce soit du droit, que ce soit de la fiscalité, que ce soit de la grande distribution, etc. Chaque entreprise doit prendre sa part, mais de façon absolument résolue et de façon très honnête. Et pas juste avec des cabinets de consulting qui viennent nous faire du greenwashing en vous mettant voilà, beaucoup de trucs de marketing. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était une personne après l'autre, non, c'est ça? Non, mais la vraie question pour les étudiants qui sont ici, c'est effectivement comment ils échappent à l'éco-anxiété, comment ne pas être ce que tu voulais demander, Elodie. Agir. Non, agir, partager les vidéos de Camille, interpeller. Je vais vous dire, vraiment, en fait, Camille et moi, on a fait une campagne ensemble qui a été victorieuse, même si, bon, on va pas faire de cadeau non plus à la droite macroniste parce qu'elle nous a bien planté le vote. On a fini par gagner le vote, mais la droite macroniste alliée à la droite conservatrice et à l'extrême droite sur un règlement européen qui s'appelle un règlement de restauration de la nature qui a été adopté finalement le 12 juillet. C'est un règlement qui était essentiel parce qu'il fixait les objectifs de restauration des écosystèmes. Il se trouve qu'en Europe, on a parmi les écosystèmes les plus dégradés du monde entier. On a les eaux marines les plus chalutées, c'est-à-dire impactées par des bulldozers sous-marins qui passent en permanence. 80% de nos fonds marins sont impactés par le chalutage. Enfin, on est vraiment sur les ratios les plus terribles. Eh bien, ce règlement était une législation d'une importance vraiment capitale pour fixer des horizons contraignants aux États membres pour qu'ils restaurent les écosystèmes et que, par exemple, des choses qui peuvent paraître de bon sens, on mette des haies dans les champs sur 10% de la surface cultivable au niveau agricole, qu'on remette des haies de façon à restaurer la biodiversité, de façon à ce que les oiseaux, les insectes puissent nicher et repeupler en fait les populations en effet d'oiseaux, d'insectes, les champs, etc. Parce que c'est vraiment désastreux. Et la France est vraiment parmi les champions mondiaux de la consommation de pesticides. Eh bien, ce texte a été désossé. Il a été, à cause de cette alliance toxique de la droite libérale conservatrice et de l'extrême droite, il a été désossé amendement par amendement dans toutes les commissions, parce qu'au Parlement européen, c'est comme à l'Assemblée nationale, il y a des commissions spécialisées qui étudient les textes, qui votent les textes avant que ça aille au vote en plénière. Ils ont désossé les textes, etc. Mais à la fin, il nous restait quand même le squelette de la loi qui disait quand même qu'il y avait une contrainte de restaurer les écosystèmes d'ici 2030, par exemple, de restaurer 20% des écosystèmes dégradés en Europe. C'est vraiment fondamental d'en faire un objectif contraignant dans la loi, ça nous permet d'attaquer en justice derrière. Eh bien là, la droite macroniste, c'est-à-dire celle qui est la droite libérale au Parlement européen, et c'est celle qui fait les bascules, parce que c'est la droite, c'est le groupe parlementaire qui est justement le tilt, quoi, qui fait la bascule sur les votes. Renew, qui s'appelle Renaissance au niveau européen, cette droite était partie pour continuer son travail de sabotage. Et là, Camille arrive
que j'appelle à la rescousse. Camille, we need you. Absolument, viens nous sauver ce texte. C'est l'enfer, l'enfer, ce qu'on a vécu au Parlement européen. Ça a été une situation incroyable, d'une tension absolue. Bref, Camille arrive avec son talent unique, son sens politique. Je l'adore, je vous préviens. Je me suis dit, tiens, mais j'adore cette femme. Et donc Camille arrive, elle nous fait la vidéo qui va bien avec Solal, son complice. Solal qui fait des vidéos quand même franchement très très bien senties. Ton complice caméraman. Et oui, son meilleur ami, son complice, etc. Solal, Camille nous font une vidéo magique. Ils courent après des députés, ils exposent des députés parce qu'on... Bref, il s'est passé beaucoup de choses et on serait payé cher pour donner quelques infos sur ce qui s'est passé dans les groupes politiques à ce moment-là. Et on met ça, on interpelle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont sur les réseaux, donc vous, surtout les jeunes, parce que je pense que nous, les plus vieux, on n'est pas si consommateurs que ça, eh bien, vous, les jeunes, vous vous mobilisez, vous mettez une pression, parce qu'on a dit, on met la pression sur Macron, puisque c'est ça. Stéphane Séjourné, qui d'ailleurs depuis est devenu ministre des Affaires étrangères européennes, Stéphane Séjourné était le président du groupe Renaissance au Parlement européen, on met la gomme sur Stéphane Séjourné. Et tous les jeunes, on dit comment notre avenir, la restauration des écosystèmes, une telle pression, et je voyais tous les trucs tomber, 3h, 4h du matin, et Stéphane Séjourné était encore en train de répondre à toutes les interpellations citoyennes la veille du vote. Et on a gagné le vote, qui était perdant. On a vu les tableaux Excel. Grâce aux jeunes. Et oui, grâce aux jeunes, grâce au réseau. Et donc en fait, croire qu'on peut gagner quoi que ce soit dans un monde qui est tellement dominé par un capitalisme vorace et cynique et immoral, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont tout à fait d'accord avec moi ici, ça demande absolument la mobilisation des jeunes. On ne peut pas gagner sans vous. Que les choses soient ultra claires. On fait tout ce qu'on peut. On fait de la science, des actions en justice, on enquête, on révèle les corruptions, on met les coupables devant les tribunaux, on fait tout ce qu'on peut. Mais à un moment donné, on a besoin d'un porte-voix comme Camille, avec ce sens politique qu'elle a, et on a besoin des gens qui font écho. Donc, au minimum. Ces jeunes qui se mobilisent et qui ont travaillé et pour oui. recevoir Et en plus, aujourd'hui. après, on fait de la place dans les assos pour vous. Hein. Paul, on a plein de jeunes formidables. On arrive. Alors, vous êtes On y compte bien. Vous êtes passé de journaliste à militante. Alors, comment est-ce que cette bascule opère? Comment est-ce qu'on fait Comment vous avez transitionné, Claire? Alors c'est marrant parce que justement, dans le monde des ONG, il y a beaucoup d'anciens journalistes qui, à force de documenter la destruction du monde, finissent par avoir peut-être une descente de température intérieure et on finit par avoir un petit peu froid et peur et on se sent seul en fait, désarmé. On se dit toujours, et c'est souvent le cas, j'entends les journalistes qui me disent ça sert à rien de documenter, le monde continue, etc. Et je leur dis mais restez en fait là où vous êtes parce qu'on a besoin de bons journalistes. Mais en fait, il n'empêche que quand on est un journaliste et qu'on est anxieux, empathique, concerné, on finit toujours par se dire mais est-ce que ça sert de faire le métier que je fais? Alors moi je réponds aux journalistes, restez, surtout si vous avez ça en place, votre cœur, votre cervelle et votre culture, restez là où vous êtes, surtout aujourd'hui. Mais en réalité, j'étais dans cette position de documentation et je crois que je suis un Speedy Gonzalez. En fait, je sais pas ce qui s'est passé à ma naissance. Il y avait un problème sur je sais pas, un truc énergétique, il y a eu un problème. Et donc, mon énergie, j'ai un truc de surplus d'énergie, là, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, j'ai bu un café dans ma vie, j'ai pas dormi pendant 3 jours, vous voyez. En prépa, je m'en souviendrai encore 3 jours sans sommeil. Non, mais tu vois, j'étais comme ça. J'ai plus jamais, j'ai cru que mon cœur allait sauter sur la table et partir. Non, mais c'est un truc, donc voilà, il faut cette énergie, ce surplus d'énergie, il faut en faire quelque chose. Et donc l'action est venue à moi, en fait. Quand j'ai documenté la destruction des océans profonds pour mon livre, en fait, je faisais un livre sur les abysses parce que je trouvais ça tellement merveilleux, les abysses, etc. Et que j'ai découvert qu'en fait, on détruisait des écosystèmes magnifiques avec vous imaginez des coraux qui étaient nés avant qu'on construise les pyramides d'Égypte. Ils avaient commencé à pousser sur le fond, ils étaient formidables. Et nous, on passait avec ces énormes bulldozers à 2000 mètres de profondeur. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc je me suis documentée. J'ai découvert qu'en fait, il y avait 285 navires dans le monde qui faisaient du chalutage profond. Et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais me les faire. Donc voilà, ça c'est bon, on va faire ça. Et puis après, je vais retourner à ma vraie vie, quoi, documenter la vraie vie et tout. Et puis évidemment, donc moi j'ai écrit, vraiment, j'ai sorti mon livre Abyss. Et puis après, j'ai pris ma plus belle plume, Monsieur le Président de la République. C'était Sarkozy à l'époque.
Je vous écris car la France est une nation de pêche profonde, c'est une honte. Regardez dans mon livre comme ces animaux sont fragiles, vulnérables, absolument incroyables et qu'ils ont en plus des tas de choses importantes à nous offrir d'un point de vue biologique, connaissances, écosystème, etc. Et en fait, voilà, Sarkozy, c'était Sarkozy. Il y avait un petit truc fou, en fait, chez Sarkozy. Un petit peu fou, un petit peu magique, un petit peu autre chose aussi, hein, si on pense au financement libyen, mais enfin bon. Et donc, il se trouve qu'il était ouvert d'esprit. À l'époque, je me souviens très bien. Et il me dit... Tu es mûr pour le One Woman Show. Et donc, il me dit venez à l'Élysée. Donc, je m'habille bien, je mets des talons. Je vais à l'Élysée. Bonjour, monsieur le président. Et là, je découvre en effet qu'ils sont très ouverts d'esprit. Et donc, je leur dis mais c'est merveilleux. Et donc, j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que c'est simple. Changer le monde, c'est tellement simple. On écrit une lettre et puis hop, on est reçu, puis hop, c'est fait. Hein, c'est fait, merci, au revoir. Et puis là, en fait, j'ai découvert un truc qui s'appelle les lobbies industriels. Et au début, ça s'est bien passé. Après, ça s'est passé un peu moins facilement. Et donc, au bout de 7 ans, sans sommeil, 3 burn-out, plusieurs hospitalisations, perte de cheveux, d'os, de tout ce que vous voulez, là, on a gagné notre combat. Et j'ai découvert qu'en fait, la politique, c'était pas du tout aussi généreux que cette vision complètement... idiote que j'avais au tout début. Mais quand on est jeune, on a des idéaux. Et c'est chouette. Parce qu'en fait, on croit qu'on peut faire des trucs qu'en réalité, on ne peut pas faire. Mais comme on se dit ça, mais en fait, on les fait. C'est ça qui est génial. Vous avez quand même reçu pour tout ça un prix Goldman, oui. Qui est quand même l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. C'est une reconnaissance importante, ce prix-là. Oui, et ben je me souviens parce qu'ils essayaient de me joindre. Moi, je réponds jamais au téléphone parce que je reçois bien trop de trucs. Vous vous souvenez du prix Goldman? Mais je me souviens du prix Goldman parce qu'ils ont essayé de me joindre. Puis j'ai jamais répondu. Je voyais un numéro US, j'ai pas que ça à faire, je répondais pas. Puis au bout d'un moment, quand même, je me suis dit, mais c'est bizarre ce numéro. Donc j'ai fini par le prendre. On m'a dit, oui, c'est Goldman. Donc je pensais que c'était la banque. J'étais bon, Goldman. Goldman Sachs. Moi, je me dis Goldman Sachs. Oui, ensuite le prix, j'étais un prix Goldman Sachs, pas mal. Je connaissais même pas le prix Goldman. Puis non, c'est un prix environnemental et tout. Puis j'ai gagné beaucoup d'argent. Donc je croyais que c'était un hoax. Donc je croyais que c'était une grosse blague. Non, moi, j'étais genre, ok, grosse blague. En fait, c'est une grosse blague parce que limite, je leur raccroche au nez. Donc là, il y a quelqu'un qui m'envoie un mail le lendemain qui me dit, en fait, Claire, c'est hyper sérieux. Il y a 150 000 $. Donc il faut juste que tu sois hyper sympa avec Oshta. Ouais, puis moi en fait j'ai fait 17 ans de gratuité quand même, d'action gratuite, donc au moment j'ai repris mon téléphone, merci beaucoup. Non, pardon, je suis un peu bête, je suis un peu provocatrice comme ça, mais en fait non, je le veux bien le prix, je veux bien le prix. Et donc ouais, en fait c'est un prix qui est donné à ceux en effet qui se battent pour l'environnement, mais sans être payés. C'est un peu la base du truc, c'est en fait quand on a failli mourir ou qu'on est mort, en fait on peut gagner le prix. C'est le cas, d'ailleurs il y a pas mal de prix Goldman qui ont été assassinés, et donc je me dis, en fait on est en général sur une trajectoire d'assassinat, donc mais je rassure ma fille est comme ça, non, t'inquiète, ça va pas se terminer comme ça. Et donc voilà, donc en effet, on s'est battu. J'ai plein de leçons à vous donner. Par exemple, ne passez pas 17 ans à vous battre gratuitement pour une cause. Faites-vous payer. Enfin, ça, c'est un très très mauvais calcul. Parce qu'aujourd'hui, je suis rentrée ce soir et je dis à ma fille, c'est quand même pas normal d'avoir les journées que j'ai et de devoir nettoyer les toilettes. Donc elle m'a dit, c'est vrai que c'est quand même pas normal, maman. Puis je suis en train de frotter les toilettes. Et voilà. Et donc non. Donc si vous voulez pas, on arrive à 50 ans à frotter les toilettes après avoir une journée de dingue, avoir dormi 4 heures, faites-vous payer le plus vite possible. Voilà, donc c'est mon conseil aux jeunes activistes en pouce, en herbe. Note. Camille, on dit souvent, Camille Etienne, que vous appartenez à la génération climat. Pourtant, vous récusez cette terminologie, parce que pourquoi? C'est l'affaire de tous, le climat. Il n'y a pas une génération climat. Je demande que Claire m'a fait trop rire, donc là il faut que je remette dans l'énergie de parler sérieusement. Oui, déjà pour une raison très simple qui est sociologique. En fait, quand on regarde les études du Cevipof, ils ont fait toute une analyse sur justement les mouvements, ce fameux mouvement climat. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas vrai de dire que ce n'est qu'une question d'âge, parce que c'est les 3/4 des bénévoles des associations sur le territoire qui sont retraités. On me dit souvent d'où l'intérêt d'avoir une retraite en forme, d'être en forme à cet âge-là. Antoine, qu'elle n'arrive pas trop tard. Et en fait, il y a aussi cette idée donc, de dire que déjà, ça ne correspond pas à une réalité. Aussi, c'est parce que moi, je suis très attachée, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il y a cette idée de transmission. Et il y a cette phrase de Camus qui dit « Toutes les générations se croient vouées à refaire le monde, la tâche de la nôtre, et peut-être de s'assurer qu'il ne se défasse pas. » J'ai toujours trouvé ça très beau de me dire que c'était vrai aujourd'hui, c'était vrai hier, ce sera vrai demain. Donc cette question d'intemporalité un peu de nos combats et de... Je me suis posé cette question plutôt philosophique et de dire est-ce que ce qu'on vit est si spécial ?
Et je crois que, et c'est Gunther Anders que je cite aussi beaucoup dans mon livre, qui a vraiment influé ma pensée. En fait, il dit que c'est des objets qui sont au-delà même de la pensée. On fait la différence entre le mort d'une personne de notre famille, la mort d'une personne de notre famille, de 2 personnes, de 10 personnes. Bon, voilà, on a une peine qui s'étend. Mais entre 100 000 personnes et 200 000 personnes, en fait, c'est trop grand pour qu'on comprenne. Je crois qu'il y a cette chose-là aussi qui fait que je suis pas sûre que pour ma grand-mère, qui, quand elle était petite, est née pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, que ce soit moins vertigineux pour elle de faire un enfant à ce moment-là ou d'avoir de l'élan à ce moment-là que là, moi où je suis. Ce qu'on vit est absolument vertigineux. C'est sûrement, Aurélien Barraud disait, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. C'est vrai parce que, en ce sens, l'humanité en tant que telle, la possibilité même de la vie est menacée. C'est quand même pas rien. Mais je me disais qu'est-ce que dans le ressenti ça fait, et je suis pas certaine que ce soit si inédit d'être dans cette incertitude du demain. Et donc j'avais plutôt une empathie pour ceux d'avant qui se sont battus aussi pour nous et pour tout ce qu'on prend pour acquis. En fait, en tant que femme, je parle souvent du droit de vote, bah, ça a été c'était pas quelque chose d'acquis. Là, j'étais à l'Assemblée nationale tout à l'heure parce qu'il y a le droit de vote en France en 45. Voilà, parce que là, il y a aussi l'inscription dans la constitution de l'IVG. En fait, ce qui nous paraît être absolument irrémédiable et des choses qui sont, voilà, de fait, ne le sont pas. Donc nos droits sont toujours par essence un peu menacés. En 44. On doit se battre. Donc, quelque part, voilà, c'était pourquoi je récusais cette idée de génération, c'était en hommage à ceux d'avant nous, qui sont battus sur d'autres défis, mais qui fait que, c'est précisément ce qui fait qu'on a aujourd'hui des outils pour continuer à se battre. Et aussi parce que c'est une humilité qui est nécessaire de se dire qu'il n'y aura pas, comme Claire le dit très bien, on se dit que c'est simple au début, comme si on nous demande souvent mais ça prend combien de temps, comme si c'était une to-do list à faire avec notre, voilà, sauver le monde, hop, ensuite c'est quoi le prochain dossier. Il n'y aura pas de grand soir. Donc quand on fait le deuil de ce grand soir et de se dire que ça se joue tous les jours, tout le temps, que c'est même quand une chose, et tu le sais très bien avec la pêche électrique, quand c'est acquis, c'est jamais totalement acquis pour toujours. Il faut toujours se battre pour que ça existe. Et donc c'est le combat d'une vie, de la nôtre et de celle de ceux d'après. Donc il faut se poser la question aussi de s'inscrire dans le temps long. Donc voilà pourquoi d'un point de vue concrètement, sociologiquement et philosophiquement, c'est pas vrai, cette histoire de génération. On rappelle aussi qu'on est une génération qui est née dans l'ultra-consommation, dans la guerre de l'attention de l'algorithme des réseaux sociaux et des médias. Hein. Donc on est aussi une génération qui fait la queue à Zara après la pandémie. On est une génération où le taux de climato-scepticisme augmente. Il y a plus de climato-sceptiques aujourd'hui en France chez les jeunes que hier. C'est un vrai sujet. Et enfin... Qui sont très relayés par les réseaux sociaux, ça, grâce entre autres, ouais. Entre autres, et aussi parce que c'est une stratégie très payante de l'industrie fossile, notamment aux États-Unis où ils ont financé ça pendant longtemps et continuent à le faire par des groupes de jeunes. C'est un autre sujet. Et la dernière chose pour laquelle je récuse cette idée de génération, c'est parce que pour moi, c'est une stratégie politique. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du diviser pour mieux régner et que pendant qu'on en fait un combat intime dans les familles, où moi je vois à Noël avec une famille où j'ai une famille de côté de mon père où ils viennent de l'armée, de la chasse et tout ça, pendant que je m'engueule avec mon grand-père sur la question de la chasse, en fait je ne politise pas ce sujet-là en étant capable de m'opposer au PDG Total Energy sur sa stratégie d'expansion là au Yémen ou en Ouganda, etc., etc. Et qu'on sait que dans un univers médiatique saturé où par essence il y a souvent le pour et le contre, on ne peut pas avoir plein de lignes de fracture. Donc quand on choisit une ligne de fracture, c'est celle qui va être amplifiée. Donc je préfère vraiment dire que c'est pas celle des générations. Et je crois que c'est important qu'on le refuse. Alors c'était pour moi c'était particulier de le faire en étant l'incarnation même de la génération. Enfin, je veux dire, tout pour regarder, mais en France de la génération climat, on me disait bah voilà, tu es la jeune du climat. Et donc moi de dire bah c'est pas vrai, ce truc de génération, c'était un peu déroutant au début pour certains médias. Mais je pense vraiment que c'est un combat important de dire ça c'est pas une question de génération. On va nous a priori se le fader un peu plus longtemps, cette histoire de dérèglement climatique, parce qu'a priori, on va vivre plus longtemps les conséquences. Mais est-ce que c'est plus terrifiant, j'ai pas d'enfant, mais est-ce que c'est plus terrifiant en réalité de savoir qu'on va le vivre nous, ou de savoir que ce qu'on aime le plus profond de notre chair va le vivre? Je suis pas sûre. Sans qu'on soit là pour le protéger, moi je pense que ça me ferait encore plus peur. Je crois que je préfère, moi, faire face à un cataclysme que de devoir savoir que mon enfant, quand j'y suis pas, devoir faire face à un cataclysme, en vrai, je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus rassurant de les vivre, ces conséquences. Donc voilà, je t'ouvrirai à Victor, bien sûr.
Simone de Beauvoir proclamait dans Le Deuxième Sexe « On ne naît pas femme, on le devient ». Est-ce qu'il en va de même pour le militantisme? On ne naît pas activiste, on le devient? Est-ce qu'on ne naît pas activiste, on le devient? C'est une très bonne question. Comme Claire disait que l'espoir c'est une religion, je dirais que c'est une éthique, c'est un sport aussi. C'est quand même quelque part en nous à un moment donné. Ce qui est vrai qu'il y a quelque chose de l'incapacité à vivre l'injustice de manière détachée qui fait que on n'a pas le choix, quoi. Avec Claire, il y a cette chose qu'on partage. Vous êtes aussi devenu par la force des choses pour pallier les défaillances de l'État. Ouais, en fait, c'est pas une vocation. C'est-à-dire que c'est pas on se dit ah super bien, ça a l'air bien. On choisit pas entre équitation et activisme. C'est pas un truc où on se dit tiens, c'est quand même l'air hyper sympa comme c'est pas un hobby. C'est pas un truc qui nous fait plaisir. Souvent d'ailleurs c'est un truc en disant pourquoi c'est ton truc l'environnement. C'était un petit voilà. C'est pas le cas, c'est quelque chose où on n'a pas le choix. Enfin, en tout cas, moi, je le sens comme ça, c'est que j'ai pas le choix. C'est que ça occupe toute ma vie, ça occupera sûrement, probablement toute ma vie encore. Donc c'est quelque chose d'irrémédiable. Et aussi parce que ça s'inscrit dans un territoire. Peut-être aussi, Camille, qu'on défend bien ce que l'on connaît bien. Et vous venez de la montagne. Oui, mais alors il y a cette phrase alors, je sais même plus de qui tout le monde se la dispute, mais qui est que on protège ce qu'on connaît et on connaît ce qu'on aime. On protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît plutôt. Et moi j'ai la chance d'avoir grandi au milieu du parc national de la Vanoise, juste à la lisière en dessous d'un glacier. Donc évidemment c'est ça qui m'a bouleversée, c'est d'être la génération du deuil, c'est d'être la génération de ma famille qui allait enterrer un glacier. Ça c'est très étrange de vivre ça, de vivre la fin d'un monde qui raconte l'histoire, mais qui raconte aussi notre histoire. C'est notre famille, c'était notre héritage familial. C'est comme si la maison familiale s'engouffrait dans quelque chose. Donc ça a été pour moi, je pense, un départ. Mais après, c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on détourne le regard parce qu'on a le moyen de le faire par les privilèges qu'on a? Est-ce qu'on décide d'y faire face? Est-ce qu'on fuit ou pas, en fait? C'est quelqu'un se noie devant nous, qu'est-ce qu'on fait? On plonge pas? On plonge ou alors on attend d'espérer que le passant d'après, lui, le fasse? C'est ça la vraie question, c'est la seule question qui compte. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'un trait de personnalité, mais il y a aussi le fait, et j'aimerais rappeler, si on sort de ma personne, pour certains, c'est pas un choix de se battre ou pas. C'est-à-dire que leur existence même est menacée. Moi, je travaille beaucoup avec l'Ouganda, là, en ce moment avec le Yémen. C'est des personnes qui vivent dans leur chair les conséquences du dérèglement climatique aujourd'hui. C'est le cas de nous aussi, on le sait moins, mais c'est le cas de nous aussi. Nos corps sont pollués pour tout un tas de choses. Mais quand tu vois ta maison déplacée par l'industrie fossile, quand tu vois tes terres à Madagascar où tu ne peux plus rien faire pousser dessus, tu te dis pas est-ce que oui ou non je me bats pour ça? Ça devient une question de survie, c'est vraiment un réflexe vital. Donc en ce sens-là, on est projeté à devenir activiste ou trouver d'autres formes d'engagement en tout cas, mais oui, ça devient une nécessité. Mais Camille Etienne, du coup, comment on fait pour œuvrer en faveur du climat quand on appartient comme vous, comme moi, comme tous les jeunes dans cette salle, à la génération des réseaux sociaux, du streaming, de la fast fashion? Comment on fait? D'autant que Camille a 390 000 abonnés sur Instagram. et c'est un vecteur très important pour vous, Camille Etienne. Un outil parmi d'autres, mais en fait, c'est que ce qui est puissant... Pas neutre en carbone. Ce qui est puissant nous fait peur. Oui, mais on vit dans le monde. Donc à un moment donné, c'est souvent un outil très utilisé par les climato-sceptiques de dire vous êtes écolo mais vous avez un iPhone. On vit dans le monde. Donc a priori, on a deux choix. Soit on le déserte, et je le respecte ce choix. Il est intéressant aussi. Parce que ça veut dire, c'était tous les étudiants des grandes écoles, vous vous rappelez peut-être d'AgroParisTech, ça a commencé à AgroParisTech et puis ça s'est répandu, qui était de dire on se lève et on se casse, un peu à la Aden Elnel. C'est aussi intéressant parce que ça veut dire que ça nous aide à montrer que ce fameux monde de demain existe déjà aujourd'hui dans les territoires. Il y a d'autres manières de faire de l'agriculture, c'est d'actualité en plus. Il y a d'autres manières de faire société, donc c'est utile. Moi, c'est pas mon choix. Moi, j'ai pas envie de déserter ces instances. Je viens d'un milieu pas du tout... mes deux parents n'ont pas le bac et j'étais à Sciences Po Paris, à la Sorbonne, machin. Et je me dis, ça, je l'utilise, j'ai envie d'utiliser ça pour faire autre chose. C'est un choix parmi d'autres. C'est pas le mieux, c'est juste complémentaire. Mais donc... Cette question de qu'est-ce qu'on en fait, en fait, je pense que les outils, s'ils sont puissants, c'est ce qui nous terrifie, mais en même temps, c'est ce qui est une force de transformation très grande. Donc, les réseaux sociaux, par essence, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour tout un tas de raisons. Pour la démocratie, c'est très dangereux. Pour l'attention, c'est très dangereux. Pour les capacités de réflexion, c'est très dangereux. Mais c'est donc aussi très puissant.
Donc on a deux choix, soit on s'en défait et on laisse ça à ceux qui ont envie de les utiliser pour des idées qui sont contraires aux miennes. Les climato-sceptiques sont très présents sur les réseaux sociaux. Hein. Sur Twitter, c'est un quart des comptes français. C'est un quart. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre. C'est devenu complètement n'importe quoi depuis que ça a été racheté par Elon Musk. C'est énorme. Donc on a les climatologues qui partent de ce réseau social-là parce que c'est juste plus possible. Moi, j'ai bloqué les commentaires parce que c'était impossible de survivre avec cette vague de haine de climato-sceptiques qui venait. C'est des bots, ils envoient ça, voilà. Donc soit on déserte, soit on se dit on reste. Et on utilise ce pouvoir-là immense, au contraire, pour, en quelques secondes, on peut connecter avec des milliers de personnes. C'est quand même fou. C'est-à-dire que là, avec ce que j'ai, c'est pas beaucoup en réalité, vous le savez que c'est pas énorme, 300 000 abonnés. Mais c'est vrai que dès qu'on dit demain, on a besoin de gens ici, à telle action, en plein milieu de la semaine, un mardi matin, on a 200 personnes qui viennent. Et ça, c'est fou, parce que c'est très très puissant comme outil de mobilisation. C'est pas du tout suffisant, on fait pas juste des stories hein, pour sauver le monde. Mais c'est toujours connecté à de l'organisation de terrain, à beaucoup de travail scientifique en amont, à du plaidoyer de lobbying, notamment avec Bloom on le fait beaucoup. Et en fait, ce qu'on vient, c'est de mettre la lumière. Et c'est un outil qui peut être utilisé pour la démocratie parce que c'est de dire votre bazar, vous faites plus dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on vous laisse plus entre portes closes et à discuter de ce que vous êtes en train de faire. Je vous donne un exemple concret. Je travaillais pas mal sur l'exploitation minière des fonds marins. On a changé la position de la France en 6 mois. Une des choses qui a été clé, c'est que c'était une négociation qui se passe en Jamaïque, à Kingston. Aucun journaliste, depuis 20 ans que le début de ces négociations existe, n'a été autorisé à rentrer dans cette salle. Nous, on est arrivés et en fait, on a juste retranscrit ce qui se disait, ni plus ni moins. Les positions de la France étaient un niveau de honte tel qu'elles étaient alignées avec les positions russes sur le sujet. On l'a juste tweeté exactement ce qui était dit, on a cité la position de la France. On a eu des coups de fil directs des cabinets qui ont dit mais comment est-ce que vous faites ça, Et en fait, ça a mis une telle... On s'est senti honteux d'être français, donc plein de gens ont soutenu ça, l'ont repartagé, etc. Qu'on a commencé à obtenir les rendez-vous, qu'on a pu travailler, qu'on a pu mettre sur la table les dossiers scientifiques qui alertaient, etc., etc. Ce qu'il faut expliquer, c'était en jeu l'exploitation des abysses. C'est un long sujet, alors, mais c'est non, mais en quelques secondes, c'est qu'il y a des minerais comme le cobalt, le manganèse, le zinc qui sont dans les abysses que connaît bien Claire, les grands fonds marins, et qu'en fait il y a une idée, c'était de les utiliser pour les batteries, notamment les batteries électriques et électroniques, et qu'on a 24 pays depuis qui ont rejoint un moratoire pour ne pas y toucher, parce que ça posait des catastrophes sur l'écosystème, sur la biodiversité, encore une fois qu'on connaît très peu. C'est l'endroit au monde où il y a le moins d'humains qui sont allés. On est plus allé sur la surface de la Lune que dans les fonds marins, donc on ne connaît rien. Donc on détruit des espèces avant même de les avoir rencontrées, c'est quand même un peu culotté. Et aussi, il y a une possibilité de créer des bombes carbone en perturbant la fonction de séquestration du carbone de l'océan. Voilà, je vous ai spoilé une question, c'est ça? Non, je sens est-ce qu'on la pose ou pas, parce que du coup elle vient des réponses, c'est très chiant. Je développerai plus tard sur ça. Non, mais je pense que ce qui est très important aussi pour les étudiants qui sont ici, c'est l'éducation. Bien sûr. Alors, donc enseigner aux élèves ce qu'est l'urgence climatique, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est vraiment une nécessité? Est-ce que c'est la voie pour donner le goût aux futures générations de s'engager? Est-ce que l'éducation c'est le meilleur levier? Parce que le thème c'est quand même comment grandir. Donc, le goût, la conscience. Bien sûr, oui. De l'urgence. Est-ce que ces thèmes sont suffisamment abordés à l'école aujourd'hui? Pour être très honnête, je me rends compte quand même que ça fait un petit moment. J'ai 25 ans, hein, ça fait très longtemps. Techniquement, ça fait que, je crois, 2 ans, 1 an et demi que j'ai mon diplôme. C'est très bizarre. Sauf que j'ai envie de reprendre les cours l'année prochaine. Donc, on n'est jamais totalement défait de cette obsession. Mais du coup, je crois que je ne sais pas tout à fait. Je donne pas mal de... Là, je vais aller dans la Drôme, dans un collège. J'aime beaucoup faire ça parce que je me rends compte de tout ce qui change. Donc, je crois qu'il est vrai quand même qu'il se passe des choses. Et que ce n'est pas du tout pareil à mon époque que maintenant. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est un sujet qui est traité. À vous de me dire, en réalité, si vous trouvez qu'il est assez traité. Je pense jamais assez, et je pense surtout que ça doit pas être une matière, ça doit pas être, à un moment donné, on fait un petit cours comme ça. C'est-à-dire que ça doit être totalement transversal. C'est un paradigme à travers lequel on doit voir le monde, et donc les cours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de géographie sans étudier le dérèglement climatique. Il n'y a pas d'histoire sans étudier l'histoire de l'énergie. Très bon livre d'ailleurs qui est sorti, si ça vous intéresse, de Fressoz au Seuil, en Anthropocène, qui s'appelle Sans transition, et qui reprend justement cette histoire d'énergie fossile. Il n'y a pas de cours de géopolitique sans ça.
Il n'y a pas de cours de littérature si on ne regarde pas aussi George Sand qui avait pris parti pour faire en sorte que ce soit la forêt de Fontainebleau le premier endroit préservé. Donc en fait, ça ne doit pas seulement être une matière, un moment, un endroit, une conférence, mais ça doit être vraiment infusé partout et se dire qu'il n'y a pas de savoir neutre. Revoir les programmes de l'éducation nationale. Il y a un peu de travail, je crois qu'il y a un peu de boulot. Nos ministres ont de boulot. Mais est-ce que vous pensez que même si on réforme du coup les programmes de l'éducation nationale, est-ce que vous pensez que ça peut nous armer, nous en tant qu'élèves, à affronter ces enjeux climatiques finalement Moi, j'ai eu de la chance, j'ai grandi dans un lycée en Savoie, à l'internat, tout ça, mais j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui ont été incroyables, qui ont vraiment participé à mon armement intellectuel. Donc, je pense que c'est nécessaire comme endroit. Après, jamais suffisant. Moi, j'ai aussi beaucoup appris, et aussi parce qu'on sait très bien c'est un privilège d'avoir un cerveau compatible avec la manière dont on enseigne à l'école. C'était mon cas. Donc, je ne vais pas dire l'inverse, mais je sais aussi qu'il faut qu'on aille se former ailleurs, de montrer sur le terrain ce qui se passe. Je me suis engagée très jeune, et si vous avez la possibilité de le faire, sur l'environnement ou sur autre chose, en fait, vous allez apprendre immensément d'être au contact de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on arrive avec nos grandes idées, avec nos chiffres, avec nos rapports, et puis après, on les confronte à la réalité. Et on se rend compte, sur l'agriculture, qui est un sujet qui me touche particulièrement, qu'on peut avoir plein d'idées, mais quand voilà, je me suis battue beaucoup sur les pesticides. Quand on arrive face aux agriculteurs et qu'on dit, il faut arrêter demain, ils nous disent, mais très bien, mais pour passer d'une agriculture conventionnelle au bio, il me faut 6 ans avant d'être rentable. On fait comment? On a un agriculteur qui suicide tous les 2 jours en France, un tiers qui gagne moins de 350 € par mois, 1 sur 5 qui sont en dessous du seuil de pauvreté dans les ménages. Donc en fait, quand on confronte notre savoir à ce qui se passe concrètement dehors, et ici à Paris, vous avez 1 milliard d'associations qui ont besoin de bras sur tous les sujets, vraiment, surtout quand on a du temps, quand on est au lycée, on en a du temps. En vrai, vous verrez, vous dites que non, mais quand on a vraiment du temps comparé après à ce qui se passe, donc profitez-en. Et quand on confronte à ça, on affine notre pensée de manière très concrète, on la rend mobilisable, on la rend malléable. Donc oui, c'est absolument nécessaire que les professeurs sortent de cette idée d'un savoir neutre, mais se rendent compte qu'on a une responsabilité quand on aborde des sujets, mais aussi d'aller confronter cette connaissance au terrain, vraiment. Alors, comme Daphné Roulier l'a rappelé, vous menez vraiment beaucoup de combats sur différentes plateformes et différents sujets. Mais je vais un peu vous exposer. En décembre dernier, vous avez adressé via Mediapart vos vœux intranquilles aux Français en tant que présidente. Alors voilà, si vous étiez présidente aujourd'hui, on a bien un Premier ministre de 34 ans, donc pourquoi pas. Tout est possible. Quelle serait votre première mesure sur l'écologie? Ça dure 13 minutes, mes vœux, donc je vais pas vous les refaire. Mais en fait, c'est une question qui... Moi, je répondrai par la démocratie, donc ça peut paraître être une fuite, mais parce que je crois sincèrement que c'est la réponse. Et donc, le dernier exercice démocratique qu'on a eu sur cette question-là, c'était la fameuse Convention citoyenne pour le climat. C'est 150 personnes tirées au sort, représentants de la société française, qui ont tablé, ils ont travaillé pendant 1 an quand même, avec des week-ends, des experts, tout ça, pour mettre en place des mesures concrètes. Ils ont trouvé, ils sont mis d'accord sur 149 solutions. Dedans, il y avait des climato-sceptiques. Il y avait des chômeurs, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des étudiantes. Donc il y a vraiment, et ils se sont mis d'accord. Donc l'idée de dire que ce n'est pas populaire, c'est faux. C'est se cacher derrière sa lâcheté, pour moi. Donc je répondrai par ça. C'est-à-dire que je ne vous dis pas une mesure, je vous donne 149, en plus qui sont soutenus par 70% de la population française et qui sont issus d'un processus démocratique. C'est quand même pas mal. Parmi celles-ci, il y a supprimer les lignes d'avion intérieur quand il y a une alternative en train, il y a bien mieux rémunérer les agriculteurs, il y a interdire la publicité dans l'espace public sur les produits polluants, comme on l'a fait sur les cigarettes, parce que ça conditionne notre cerveau à être fixé sur la surconsommation. Et vous pouvez la regarder, elles sont encore présentes. Ça a l'air un peu vieux jeu comme ça, parce que c'est plus trop dans l'air du temps, mais en fait, il y a des choses très très intéressantes qui s'y sont passées. Donc je pense que si j'étais président, comme dirait l'autre, je réhabiliterais ça, ou alors je ferais une autre convention, mais voilà, j'irais dans ce sens de la démocratie. Donc, dans votre livre, pas celui qui vient de sortir, mais celui d'avant, vous appelez au soulèvement, à la désobéissance civile. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour quelqu'un qui a envie de se soulever?
Mais c'est marrant parce que la question de la désobéissance civile, elle a fait très très peur, comme si notre histoire n'était pas le fruit de désobéissance. C'est-à-dire que j'ai une phrase qui est tout à fait banale, qui avait fait un bazar phénoménal dans un bout de la politique, c'était de rappeler quand même que le droit de vote des femmes est le fruit de désobéissance. Hein. On peut voter parce que des femmes ont désobéi, quand même, juste. Pas seulement, mais parce qu'il y a eu des femmes qui ont désobéi. Il y a Andreas Malm qui... Alors c'est très drôle, pourquoi ce livre commence à botter une pipeline. Quand il y a eu l'idée d'éco-terrorisme qui a émergé de la part du ministère de l'Intérieur, il y a eu des perquisitions qui ont été faites chez certains militants. Donc ils rentraient pour aller trouver ce livre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentraient dans les logements hein, de certains amis militants pour essayer de regarder s'ils avaient ce livre, comment saboter une pipeline. Pourtant, l'auteur est un espèce de ponte suédois qui est un chercheur, qui a des idées tout à fait mesurées, qui explique en se basant sur l'histoire. Donc c'est assez drôle de voir que c'était très menaçant. Et en fait, il a cette théorie du flanc radical, c'est-à-dire que il a regardé depuis 1900 les mouvements sociaux en montrant que quand il y a des avancées, des droits ou des libertés qui sont acquises, c'est parce qu'il y a une collaboration étroite entre de la désobéissance civile, qui est plus menaçante pour l'ordre établi, qui fait que, eh bien, on va avoir envie d'écouter et de négocier ensuite avec un flanc plus modéré. Je vous donne un exemple qui est précisément pas de mes idées, pour vous montrer que c'est pas juste, je suis pas juste en train de prêcher pour ma parole. Là, ce qui se passe avec les agriculteurs en ce moment, on a des mouvements de contestation très grands. Il y a la désobéissance civile, a priori, c'est pas tout à fait légal d'aller, je sais pas, tout ce qui se passe, quoi, bloquer une route, déverser plein de fumier devant, et voilà. La préfecture. Je vous parle d'eux parce que ça a mieux marché que nous, a priori. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont quand même... On a une loi qui a été décalée, dans la seconde, hein, par le ministère de l'Agriculture. On a un Premier ministre qui les a reçus en grande pompe à l'Élysée. Et on a des prises de parole présidentielles qui leur rappellent qu'ils sont entendus, qu'ils vont faire le nécessaire, etc., etc. Donc on a ensuite des syndicats agricoles qui ont été vraiment écoutés par le pouvoir en place en quelques secondes. Enfin, c'était fascinant de voir à quel point ça a été rapide et efficace. Donc en fait, la désobéissance civile, elle fonctionne. Donc il ne faut pas la bouder. Et c'est au nom de la démocratie. C'est pas quelque chose en marge de la démocratie. Quand on reprend l'idée même de la démocratie, c'est ce qui organise et ce qui permet la contestation, y compris contre le pouvoir en place. C'est ça sa vraie définition. C'est-à-dire qu'un régime dans lequel on ne peut pas contester le pouvoir en place, c'est l'apanage des États totalitaires. Véritablement, c'est ça qui se passe. Donc c'est très important que les contestations soient permises dans l'espace démocratique. Et la désobéissance civile, c'est-à-dire faire une distinction entre ce qui peut être juste et légal, et se dire qu'avant qu'une chose devienne légale, soit elle fait partie du nombre, c'est un impensé de la politique, soit elle est illégale. Et donc il faut se battre pour qu'elle devienne légale. Et donc la désobéissance civile, c'est pas juste une envie rock'n'roll comme ça d'envoyer tout valser, ou une espèce de nostalgie un peu de jeunes qui ont envie de se sentir vivants et de vibrer fort. C'est pas ça. C'est pas un caprice. C'est au contraire se dire ce qui est prévu là dans l'état de droit est en train de menacer la possibilité même de nos existences, la possibilité même de la démocratie. Et une dernière chose, c'est que cette question de limite, c'est-à-dire que quand j'avais écrit ça dans mon livre, ça m'a fait beaucoup jaser, parce qu'on disait mais en fait elle est antidémocratique parce qu'elle parle d'une petite minorité active. Juste, on oublie un peu que la démocratie, elle est limitée par essence. C'est pas un idéal comme ça qui flotte, elle s'inscrit dans des limites planétaires. Il n'y a pas de démocratie sans planète, pour le dire de manière simple. En fait, elle est quand même limitée par le fait que s'il fait 50 degrés, bah, tout le monde est mort, il n'y a pas vraiment moyen de faire une assemblée nationale, a priori. Donc, on a quand même besoin qu'elle s'inscrive dans ces limites planétaires et qu'elle ne les outrepasse pas. C'est pas les 50+1 qui décident. C'est pas parce qu'on a la moitié de la salle ici qui déciderait de tuer d'un coup tous ceux qui ont des jupes, désolé Claire, qu'on va le faire. C'est encadré par un état de droit, par des libertés fondamentales, par une constitution qui dit voilà le cadre dans lequel on peut débattre. Et dans ce cadre-là, il y a quand même l'idée que les générations futures doivent pouvoir exister de la même manière que nous, on a existé. Donc la désobéissance civile, elle intervient quand ce principe-là n'est pas respecté par les gouvernements qui se succèdent. Mais du coup, on fait quoi? Parce qu'il y a des militants climatiques qui ont aussi bloqué des routes et ça n'a pas aussi bien marché, visiblement. Donc... Et surtout, ils ont été taxés d'éco-terroristes. Et ils ont été arrêtés et emmenés au commissariat. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas de... C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que moi j'ai des idées, mais il n'y a pas de programme, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas un grand soir, c'est pas aussi simple que ça, sinon ce serait un peu ennuyant. Ou alors sinon on l'aurait déjà fait. Enfin, j'espère.
Sinon, il y a de quoi être très cynique sur notre espèce. Mais je ne le suis pas. Donc, il y a bien sûr un deux poids, deux mesures qui est évident hein, sur cette question-là, où on voit quand même qu'il y a une criminalisation, mais pas seulement en France, en fait, ça s'étend en Europe. On a eu en Angleterre, alors chaque pays a ses variantes. Hein. En Angleterre, ils ont décidé de muscler les lois, c'est-à-dire que maintenant, il y a des militants, je ne sais pas si vous vous rappelez de Just Stop Oil, qui avait balancé de la soupe et de la peinture sur des vitres de tableaux. La jeune fille qu'on voyait avec les cheveux roses, là, elle est en prison ferme, donc elle a pris de la prison ferme. Donc en Angleterre, ils ont choisi plutôt cette idée de muscler les lois. En Allemagne, c'est un peu différent. En France, il y a eu une tentative de dissolution d'un mouvement, donc utiliser une loi qui était faite pour l'éco-terrorisme, justement pas yes, Camille. C'est une loi qui avait été mise en place pour lutter contre le terrorisme après les attentats à Paris. Ils ont utilisé cette loi pour discréditer des mouvements écologistes. Donc on voit qu'il y a une criminalisation du mouvement écologique qui sert à faire sortir l'idée d'adversaire. Quand on se bat contre un adversaire, on utilise des arguments, on utilise des outils où on s'inscrit dans un même terrain de jeu. Un terrain de foot, on a des adversaires en face de nous, on les respecte. On se bat contre eux, mais on les respecte. Là, l'idée, c'était, quand on criminalise, c'est qu'on en fait des ennemis. Et face à des ennemis, tout est permis. Donc c'est là où c'était une dérive qui était très très dangereuse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, j'ai pas de bonne... Je peux vous dire ce que moi j'adorais, sur les combats sur lesquels j'adorais que vous me rejoigniez, comment moi je le fais, mais ça m'appartient. Ce qui est plus intéressant, c'est de se dire de là où vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors justement, de là où on est, pour faire quelque chose à l'école, dans les cantines, Laure Mardoc, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un énorme levier d'action, la cantine. Ouais. Alors j'ai perdu ma bonnette. Je pense qu'on peut faire on peut faire quelque chose où qu'on soit en fait, et c'est ça qui est super intéressant avec le panel. Alors là, on est à l'école. On est à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'école ? On est à l'école et c'est marrant parce que moi je parle d'où et quel est le panel qui est en face de nous. On a une journaliste femme politique, une militante activiste et moi je suis chef d'entreprise. Et en fait, l'idée c'est que l'engagement où qu'il soit à travers l'activisme, qu'il soit à travers la politique, l'association, enfin les associations ou le corporate, comme on l'a appelé, en fait, on peut le diriger vers en tout cas aider contre la lutte contre le dérèglement climatique ou aider à ce que, même si nos modes de vie vont être bouleversés, en tout cas notre qualité de vie n'en soit pas complètement détériorée. Et oui, tout à fait, ouais, vous êtes dans une école et donc votre cantine, c'est un levier d'action majeur. Quand vous mangez végétarien et quand vous avez un chef ou une équipe de cuisine qui vous propose des menus végétariens et que vous avez la possibilité en fait de découvrir des menus qui vont vous plaire, qui vont devenir pour vous des menus quotidiens, des menus qui vont rentrer dans votre vie de tous les jours, etc. Quand vous serez adulte et même à partir de maintenant, en fait c'est un geste énorme pour la planète. Ce qu'il faut dire, Laure, c'est que végétaliser son assiette, c'est pas juste un effet de mode. Planter sa fourchette dans un steak plusieurs fois par jour, pendant 1 an, est plus polluant que de prendre l'avion quelques fois dans sa vie. Par ailleurs, d'après l'OMS, les Français qui consomment 100 grammes de viande par jour augmentent de 30% leur probabilité de développer un cancer en comparaison à ceux qui se limitent à 40 grammes en moyenne. Donc en fait, ce qui est bon pour la planète, c'est bon pour notre santé, et ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas du tout, parce que toutes les communications qui émanent des gouvernements successifs sont exactement à l'inverse de ces données-là. Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on parle beaucoup d'un concept qui est une seule santé. Enfin, la santé de l'environnement est notre santé. Aujourd'hui, 25% des gaz à effet de serre qu'on produit, qui sont produits dans la société, sont liés à notre alimentation. Donc ça veut dire qu'on peut avoir sur un quart, on parle beaucoup quand on parle de changement climatique, on parle beaucoup par exemple de mobilité, on parle beaucoup d'énergie, mais en fait il y a aussi l'alimentation. Et quels que soient les pans, en fait, il y a des choses à faire. Typiquement, aujourd'hui, on a un grand souci, et on le voit, on parlait de l'éducation, on parlait de ce qu'il y a dans les programmes, on a un grand souci à se représenter demain, à se représenter un futur durable, à se représenter c'est quoi la coolitude, c'est quoi la richesse de demain. Et en fait, aujourd'hui, quand on a chez soi quelqu'un qu'on l'accueille, essayez de vous dire, vas-y, je vais lui mettre des lentilles dans l'assiette.
c'est compliqué en fait. Nos représentations culturelles font qu'on se dit, mais est-ce que je suis vraiment en train de le respecter? Est-ce que je lui fais honneur si je lui mets des lentilles dans l'assiette? Or, vraiment, vous faites un geste qui est énorme. Ça pollue 8 fois moins de mettre des lentilles dans l'assiette que de mettre un steak. Mais aussi, en fait, ça a un intérêt agronomique énorme, les légumineuses, c'est que ça fixe l'azote dans le sol. C'est-à-dire que c'est bête, mais l'azote, c'est le principal actif des engrais chimiques. Donc si vous mettez des lentilles ou du pois chiche, enfin toutes sortes de légumineuses dans vos assiettes, derrière, c'est un agriculteur qui a besoin d'épandre moins d'engrais pour avoir les mêmes rendements. Donc voilà, il n'y a pas que... Enfin, ça a un effet concret. Pareil, on se disait, il faut de la sobriété. Sauf que la richesse aujourd'hui chez nous, et on va parler de nourriture, mais... par exemple, aller chez le cordonnier, ne pas s'acheter des chaussures neuves et se dire waouh et tout, c'est trop cool, j'ai été chez le cordonnier, ouais, je connais le cordonnier à côté de chez moi, ou il y a plein, en fait, cette représentation de la richesse, et je le dis parce qu'on parle à un endroit qui est spécifiquement là-dessus, comment vous représentez ça et se dire qu'en fait, il y a des tas de choses à faire, notamment dans ce qui va vraiment changer votre vie. On se dit, là, on a eu le côté angoissant, le côté super angoissant, et même si on n'est pas forcément de la même génération, moi aussi je suis angoissée, mais par rapport à ça, il y a aussi énormément de découvertes qu'on va faire par rapport au dérèglement climatique, d'ouverture que ça entraîne. La loi Egalim, même si elle va pas jusqu'à assez loin par rapport à ce que la Convention citoyenne pour le climat prônait, elle fait des avancées qui auraient été impossibles si on ne s'était pas dit en fait l'urgence climatique est là. Or elle permet en fait de découvrir énormément de choses gustativement à travers les papilles, etc., notamment par ce menu végétarien. Moi je dis beaucoup, quand j'étais à la cantine, le pois chiche, il n'avait pas le droit de sortir du couscous. Il appartenait au couscous à la cantine. Il n'avait pas sa vie propre, etc. Aujourd'hui, j'imagine que tous dans la salle, si je vous dis c'est quoi un houmous, vous savez tout ce que c'est. On fait des recettes à Kaveji, on prend des pois chiches et on les fait déglacer au cidre, on leur met de la crème, des champignons, des carottes, on fait des pois chiches qu'on appelle à la normande. Bah ouais, et en fait, on se régale. Et il y a plein de choses à inventer et vous allez découvrir. J'imagine que si je vous dis qu'est-ce que c'est qu'un dalle de lentilles, il y en a plein dans la salle qui vont savoir, qui vont le sentir, qui vont même avoir le goût peut-être dans la bouche. Nous, moi, quand j'étais gamine, les lentilles corail, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, il y a plein de découvertes et il y a plein de choses qu'on va planter et on a besoin de cet engagement, on a besoin de cette jeunesse qui se dise pas en fait, tout est foutu parce qu'il y a énormément de trucs à faire. Nous, on le voit tous les jours, ne serait-ce que dans les... Alors, vous, ce que vous faites, c'est que vous avez créé donc Cap Veggie, ouais. Et vous apprenez aux chefs à végétaliser leur menu. Exact. Moi, en fait, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait de la socio à Sciences Po. J'ai toujours hésité entre faire de la politique et faire de la cuisine. J'avais visité un lycée hôtelier quand j'avais 13 ans à la fin du collège et finalement j'avais de bons résultats. Or en France on le sait et malheureusement c'est encore comme ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de passer par la voie royale générale et ensuite d'aller dans le technique que l'inverse. Et donc du coup j'ai fait Sciences Po. Et puis, je me suis reconvertie, j'ai fait un CAP cuisine, une mention complémentaire en sommellerie, je suis devenue chef de restaurant. Sachant que la cuisine, c'est très politique. C'est très politique. Ce qu'on met dans les assiettes, c'est fondamentalement politique. Et on le sait aujourd'hui, entre la saisonnalité, la localité, est-ce qu'on met du bio ou pas du bio, est-ce qu'on met du végétarien, mais aussi toutes les questions qui sont les questions culturelles. Aujourd'hui, elles passent par la nourriture, les générations. À Noël, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, etc. C'est éminemment politique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on a un déficit de formation en France, on a un terroir végétal absolument extraordinaire, et on a des chefs, et je pense que nous aussi, en tant que cuisiniers à la maison, on ne sait pas le valoriser. Parce que pendant des dizaines d'années, on nous a dit les légumineuses, c'est le parent pauvre, c'est la viande du pauvre. Or, aujourd'hui, c'est un sacré pouvoir, c'est un super pouvoir pour lutter contre le dérèglement climatique et faire en sorte qu'on mange mieux. La restauration collective, c'est 10 millions de repas par jour en France. Autant dire un levier absolument majeur. Ouais, c'est 3 à 4 milliards de repas par an. Et du coup, ça a un effet de dingue. C'est-à-dire que, alors c'est pas comme l'activiste, on ne change pas
une loi d'un coup, mais quand vous formez une personne qui en nourrit 10 000 autres, en fait, vous avez un impact qui est énorme. Et puis, ça a un effet de long terme qui est fantastique, de se dire, aujourd'hui, si demain, vous vous dites, bah ouais, moi, j'adore le houmous, ou j'adore le couscous, ou le dal, c'est vraiment mon truc, en fait, vous êtes jeune, et donc ça veut dire que peut-être, ce plat-là, vous allez le manger peut-être toutes les semaines, ou ça va rentrer dans un plat que vous allez manger tous les mois, pendant les 50, 60 années qui viennent. Et du coup, c'est complètement dingue, en fait, l'effet que ça a. Mais donc, au fond, plus encore qu'une éducation alimentaire, c'est vraiment tout notre rapport à la nourriture qu'on devrait questionner. Ouais, mais tout votre rapport à tout. Il n'y a pas que la nourriture. C'est ça qui est fantastique. Enfin, moi, je regarde ça et je me dis, on est à l'aune d'une transition alimentaire, écologique complètement inouïe. Oui, moi j'ai un fils de 5 ans, donc ouais, je suis un peu comme ça quand je me dis dans quel monde il va vivre. Et en même temps, je me dis, bah ouais, le mode de vie va changer. Mais est-ce que la qualité de vie, il y a des trucs qui vont être complètement bouleversés, mais est-ce que tout va être bouleversé? Est-ce qu'il y a pas des trucs qui vont avoir un peu plus de sens? Moi, je suis née au moment de la crise de la vache folle. Il y a des trucs qui ont plus de sens aujourd'hui. Et ouais, on mange moins de viande, mais il y a peut-être des pratiques qui sont mieux faites. Donc votre rapport à la nourriture, si vous arrivez à vous dire, vas-y, il y a des trucs, des plats végétariens, vraiment, je les adore, en fait, vous vous rendez pas compte, mais votre rapport et votre impact sur le climat, il est dingue. Et si vous arrivez à les faire aimer et à faire en sorte que votre cuistot, il vous fasse des propositions végétariennes tous les jours, que quand vous allez aller aux études supérieures, que ce soit le cas, etc., c'est fondamental. Mais votre rapport à vos vêtements, vous dire que vas-y, je mets du vintage, c'est trop bien, j'ai un trou, je mets un patch et je me rachète pas un truc. Enfin, vos rapports à moi, j'ai un Fairphone, j'avoue, je le dis tout le temps, c'est la magie le Fairphone. Enfin, c'est avoir dans sa poche, avoir tout fait pour que j'ai dans ma poche un truc qui exploite pas les enfants. Bah ouais, c'est un smartphone, n'empêche que j'en suis super fière. Enfin, tout est à questionner, quoi. Et l'alimentation, ouais, parce que c'est fondamental. Mais on est on l'a dit aussi, on consomme énormément d'énergie, on est dans une société, et depuis 150 ans, on va de plus en plus vite. L'éloge de la lenteur. Vous dire, ouais, j'ai fait un super voyage, et en fait, j'ai mis 15 jours pour arriver à destination. Et vous dire que c'est trop cool. Enfin, c'est fantastique, en fait. Vous dire, je kiffe changer les narratifs. Ouais, complètement. Tous les imaginaires. Et ça passe par des trucs qui sont enthousiasmants, parce que ça passe par découvrir des choses qui vous font plaisir. C'est pas forcément la corvée, c'est pas forcément l'angoisse. C'est de se dire aussi, ok, je vais découvrir, en fait, je vais prendre toutes les légumineuses, je vais faire tous les plats qui existent, et je vais découvrir qu'est-ce qui me fait plaisir. Et comment vous avez eu le goût de la cuisine végétale? Comment vous l'avez découvert? Moi, c'est grâce à la COP 21 que je suis devenue végétarienne pendant la COP 21. Et je suis devenue végétarienne, enfin, du coup, on rentre dans le... Mais parce que j'animais une conférence sur l'écoféminisme. Et en fait, j'ai lu pas mal sur les questions de féminisme et d'écologie. Et je suis tombée sur un bouquin qui m'a bouleversée, qui s'appelle Les Végétariels, qui est un tout petit bouquin qui a dû être édité en 1000 exemplaires, enfin vraiment le truc... Anecdoteur. Voilà, c'est ça, exactement, anecdotique. Et en fait, il y avait une indulgence de dingue. C'était 15 femmes qui racontaient leur rapport à la viande. Et certaines végétariennes et d'autres pas. Mais il y a quelque chose de très performatif dans le fait Enfin, il y avait un témoignage qui m'a bouleversée, qui était... on n'est pas obligé, pour se dire végétarien, on n'est pas obligé d'être 100% pur. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont véganes, végétariens, et ils ne sont pas 100% purs. Mais il y a quelque chose de performatif de se dire, j'essaye, je fais ma part, et je le dis pour que les gens se positionnent. Pour qu'ils se disent, ah oui, ils se questionnent sur est-ce que ma consommation de viande est raisonnée. Et moi, ma cardinale, c'est vraiment le plaisir et la gourmandise. Ce qu'il faut quand même dire, je voudrais juste poser 2 questions, parce que je dois tenir les temps. Ouais. À la fois, il y a une idée reçue, c'est que les menus végétariens seraient beaucoup plus chers en termes de coûts que les menus carnés. Or, manifestement, d'après ce que je sais,
on l'a vu ensemble, c'est faux. Ah oui, c'est complètement faux. C'est généralement 2 fois moins cher de faire. Quand on fait. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'alternatives végétariennes, agro-industrielles. Et comme c'est parfois des petites boîtes ou parfois des grosses marges de la part des fournisseurs ou des distributeurs, du coup, on se retrouve avec des choses qui sont très chères. Mais quand vous prenez de la légumineuse, la protéine végétale de base, elle est très peu chère en fait. Et ouais, se dire que on peut aussi mettre ça au service de la qualité. De se dire, je vais manger moins de viande, mais je vais en manger mieux. Et je vais me questionner sur, est-ce que vraiment ça m'apporte du plaisir de manger de la viande ? On a beaucoup eu ce débat autour de la côte de bœuf, du barbecue, etc. Et moi, je pense pas que ça soit la première chose qu'on soit amené à changer, etc. C'est tous les moments où on mange de la viande juste parce que c'est pratique. Juste parce que le sandwich Donat, il est au poulet, alors que ça ne nous fait absolument pas plaisir de manger cette viande-là, mais parce que c'est ce qu'on a sous la main. Tous ces moments-là, en fait, si on mangeait végétarien, juste, ça serait énorme en termes d'impact sur la planète, et ça nous ferait autant plaisir. Donc pour bien faire, il faut inverser la tendance. Ouais. 80% de végétal et 20% de carné. Je sais pas jusqu'où on ira, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut mettre plus de végétal dans les assiettes et il faut inverser la tendance. Il faut que le standard, il faut que demain, dans 10 ans, il faut qu'on ait des plats emblématiques. Quand on pense gastronomie française, on pense aujourd'hui bourguignon, blanquette. Dans 10 ans, il faut qu'on pense à des plats emblématiques végétariens. Et il faut que, quand vous avez des amis, de la famille qui viennent à la maison, vous leur faites un plat de lentilles, ils font tu nous as régalé, franchement, tu nous accueilles bien, tu nous as fait un plat de lentilles. Faut qu'on sache, en fait, faut qu'on ait ces savoir-faire. C'est quand même un soft power énorme, la gastronomie française. C'est un truc qui nous fait rayonner. Il n'y a pas de raison. On a des cuisiniers extraordinaires. On est nous-mêmes à la maison, parfois, de grands cuisiniers. Et du coup, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas faire des plats végétariens qui en mettent plein la vue. J'aimerais conclure, parce qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous diriez, les unes et les autres, que la guerre est déclarée, et est-ce que vous appelez à la mobilisation générale ? Je déteste la rhétorique de la guerre. Je pense qu'on a toujours entendu si vis pacem parabellum. Je pense pas. Je pense que si on vise la paix, il faut préparer la paix. Et il faut se dire que, ouais, ça va être dur. Oui, ça va être une bataille. Oui, il y a des bouleversements. Oui, il y a de l'inconnu. Oui, il y a des choses qui sont angoissantes. Mais moi, j'ai foi en l'espoir et en l'espérance. Et je pense que la joie est un acte de résistance. Et je pense que, ouais, il faut y aller. Et il faut s'engager. Mais c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Claire, je vais finir pour un point d'énergie. Du coup, je fais la transition moyen, médium, en termes d'épices. Malheureusement, je pense qu'en fait, on a déclaré une guerre contre le vivant. À un moment donné, je suis désolée, mais quand on regarde, il y a Daniel Poli, que je connais grâce à Claire. Poli, c'est ça, hein, c'est bon. Avec un grec, regardez, il parle qu'on a déclaré la guerre contre les poissons. En fait, juste, il n'y a plus, on est en train, mais je ne sais pas si on réalise juste ce qui se passe, mais on est en train de perdre les espèces à un rythme plus rapide que lors de la 5e extinction de masse. Vous voyez ce que c'était la 5e extinction de masse ? On est en train là aujourd'hui, de perdre la vie à un rythme plus rapide. 1000 fois plus rapide. 1000 fois, c'est parfait, voilà, 1000 fois plus rapide. Donc on a déclaré la guerre aux vivants. On est en train d'avoir un océan qui n'a plus de poissons, littéralement. Je sais pas si, et là je parle sous contrôle de Claire, mais on a quand même vidé un endroit. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement plus de poissons à l'Orient qu'on est obligé d'aller importer, la criée de l'Orient est en train d'importer du poisson de Oman. Quand on regarde ce qui se passe sur Terre, c'est pas franchement plus glorieux. On est, dans notre génération, en train de reléguer des espèces à des livres d'histoire. C'est-à-dire que quand on lit des livres, et j'ai la chance d'avoir des petits-enfants de 8 ans dont je suis très très proche, quand je leur lis des histoires, en fait, je me dis, là, moi, ce qui est présenté comme des licornes ou des dinosaures, peut-être qu'à mes enfants, je leur lirai ça avec des éléphants. Et ce sera pour eux autant de la science-fiction que l'est aujourd'hui une licorne pour moi. Donc on a déclaré la guerre aux vivants depuis ces générations. Donc on n'a pas d'autre choix. Et surtout quand on a en ce moment intégré dans une rhétorique du réarmement, je crois qu'on doit faire un gros réarmement écologique, un gros réarmement intellectuel, un gros réarmement de l'esprit critique.
de notre société là aujourd'hui. Et que ça passe aussi par la politisation des sujets. C'est-à-dire que c'est très important de faire ces petits pas de nous, et c'est très politique de le faire en fait, en effet, de dire on va changer la culture, on va changer nos habitudes quand on rentre chez nous, mais c'est aussi le résultat de choix. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a mangé beaucoup plus de viande qu'avant? Parce que c'est le résultat de choix, parce que la politique agricole commune, elle a été décidée par des décideurs politiques qui ont fait qu'aujourd'hui ça coûte moins cher. En effet, que c'est ce qui est favorisé. L'agriculture industrielle coûte moins cher parce qu'il y a plein de subventions. Un rapport qui vient de sortir aujourd'hui chez Bloom rappelle bien qu'il est dans ses mains, que la pêche industrielle, ça nous coûte moins cher d'acheter des surimi que d'acheter un poisson responsable parce que c'est un choix politique. Ça coûte pas moins cher à la société, au contraire. Hein. C'est un choix politique. Donc je crois qu'au contraire, on est dans une guerre, mais comme vous le dites, on peut tout à fait y préparer la paix. Simplement, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit naïf sur le niveau de rapidité avec lequel on est en train de la perdre et surtout sur l'ambition de ceux qu'on prétend combattre. Et donc, il faut être sérieux sur la question et se dire qu'il faut que ce qui nous arrive là, c'est ni plus ni moins que des conditions de vie sur Terre qui sont menacées. Quand on regarde de près la science, c'est ce qui se passe. Il y a des régions du monde entières qui sont en train de devenir inhabitables. C'est le phénomène de chaleur humide. Vous pouvez regarder ce qui se passe. Ce qui fait que quand on a un taux d'humidité élevé et qu'on a une température, mais juste même de quelques degrés, hein, quand vous avez de la fièvre, la différence entre 38 et 40 degrés, c'est pas grand-chose, on peut se dire. Mais en fait, c'est la mort, ce qui se passe dans votre corps. Donc, ce qui se passe là, aujourd'hui, c'est qu'on est à ça. On est quand même vraiment face à un vide abyssal et que donc, il faut qu'on soit capable de réindustrialiser notre pays, qu'on soit capable d'être à la hauteur de cet enjeu qui est immense et de contrer. Justement, peut-être que ce qui nous fait peur dans l'idée de la guerre, c'est l'idée de la destruction. En ce sens-là, je m'y oppose. Mais donc, face à cette destruction, c'est à nous d'y opposer la vie. Et ça demande une grande rigueur et un grand courage. Merci. Rappelons juste en effet un petit peu une espèce de reality check de là où on en est. Les statistiques sont vertigineuses. Hein. Donc, pour donner une idée, par exemple, juste la mer du Nord, entre 1900 et aujourd'hui, là où on avait 100 poissons, il en reste moins de 1. Donc, on a détruit de plus de 99% l'abondance des poissons, des grands poissons. Donc, on a littéralement vidé l'océan. Simultanément, sur Terre, les écosystèmes terrestres, on a fait disparaître la plupart des animaux sauvages. Et donc, alors qu'on ne pèse que moins de 0,1% en poids de biomasse de ce qu'on représente, nous, les humains, aujourd'hui, nos animaux d'élevage, nos animaux de compagnie représentent plus de 96% des mammifères. C'est-à-dire qu'on a dégommé le vivant autour de nous. Donc, la guerre est terminée. Pour le vivant, c'est terminé. On a tué le vivant autour de nous. Il reste des poches. Il reste des poches, des réserves, des eaux. On en est là. Vraiment, c'est le switch qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il nous reste la guerre entre humains. Et est-ce que vous avez lu... En fait, j'ai vraiment une question très sérieuse. Est-ce que vous avez lu les rapports du GIEC? Levez-vous si vous avez lu les rapports du GIEC. Voilà, on est 4 sur je sais pas combien contient cette salle. Voilà, 5. Alors, faites une chose. Lisez les rapports du GIEC. Non, vraiment, lisez les rapports du GIEC parce que c'est passionnant, d'une part, et que vous ne pourrez changer de température interne que si vous lisez les rapports du GIEC, qui sont, je vous rappelle, rédigés de façon à ce que ce soit soft. Soft, dixit les auteurs. Malgré le fait que ce soit soft, malgré le fait que ce soit soft, je vous promets que vous allez prendre peur. Parce qu'il est écrit noir sur blanc. La réalité de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et elle est dingue, cette réalité. Et ce qui est en train de se passer va bien plus vite que tout ce qu'on avait pu anticiper jusque-là. Donc on est sur des trajectoires qui sont des trajectoires très hautes d'évolution. Donc on n'est pas du tout en maîtrise. Et ce que ça génère immédiatement, et c'est écrit noir sur blanc dans les rapports du GIEC, c'est pas la prophète de malheur que vous avez face à vous que j'assume. Prophète de malheur, j'assume. Je suis ravie d'être une prophète de malheur si ça permet d'éviter le malheur. Et donc j'assume de faire cette prophétie de malheur comme les rapports du GIEC. On fait la prophétie pour qu'elle soit évitée. Pour l'instant, malheureusement, la prophétie est en cours de réalisation. Il est écrit noir sur blanc qu'on va au-devant de conflits armés généralisés.
C'est impossible que ça se passe autrement. Parce que si vous habitez en Afrique et que vous êtes en train de cultiver votre terre avec des moyens vraiment modestes et qu'arrivent sur votre zone de culture des nomades qui ont été poussés sur vos zones parce que leurs zones de culture et leurs zones d'habitation sont soumises à la sécheresse rampante et qu'aujourd'hui, vous savez que la frontière du Sahel ne fait que progresser en raison du changement climatique, vous êtes immédiatement face à un conflit immédiat, conflit de ressources. Et aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des conflits en Afrique sont récupérés idéologiquement, ils peuvent être récupérés religieusement. La raison, l'origine des conflits aujourd'hui, elle est due à une privation de ressources. L'accès aux ressources. Vous savez combien de temps ça prend pour que l'ambiance se dégrade entre humains? Imaginez l'ambiance que ça prend, le temps que ça prend pour que l'ambiance se dégrade quand on manque d'eau. 3 jours. Au bout de 3 jours, ça devient la guerre civile. Au bout de 3 jours, votre voisin devient votre ennemi. Donc non, en fait, il ne faut pas imaginer autre chose que, en cas de privation de ressources, en cas de difficulté pour l'accès à des ressources vitales, l'ambiance va se dégrader très rapidement. Donc, il est indispensable de faire œuvre d'empathie. Et c'est bien là le problème qu'on a. Et d'ailleurs, je vous parle à vous parce que nous sommes privilégiés. Je me mets dans... Même si je nettoie mes toilettes moi-même, je le rappelle, bonne âme, s'il vous plaît, non je rigole. Mais je veux dire, même si on est tous des privilégiés, et nous les privilégiés, il y a des études qui montrent que globalement, notre caste privilégiée, riche, manque d'empathie. Et ça, c'est un énorme problème, parce qu'en réalité, il y a un livre magique, qui malheureusement n'est pas traduit en français, qui s'appelle Zero Degrees of Empathy, qui a été écrit par Baron Cohen. Vous vous souviendrez du nom, puisque c'est l'oncle de Sacha Baron Cohen, qui le crut, un grand spécialiste de psychologie et de l'empathie, et qui a écrit ce livre, qui fait la synthèse des travaux sur l'empathie. Il montre qu'en fait, la seule, justement, disposition qui soit universelle et gratuite, qui soit là, qu'on puisse développer, et qui nous permette de faire face aux problèmes qu'on a, et qui sont vertigineux, comme le rappelait Camille, c'est l'empathie. Il faut cultiver l'empathie. C'est grâce à l'empathie qu'on ne va pas vouloir qu'il arrive au prochain ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous arrive à nous. C'est pour ça que quand on entend ce qu'il se passe aujourd'hui en Afrique, on devrait déjà être en panique morale. Et non pas en panique morale, parce qu'on se dit, mon Dieu, le continent européen va être envahi par le continent africain. Mais bien sûr, ils n'auront pas d'autre choix. Mais il se trouve que la seule façon d'éviter ça, c'est déjà d'être dans une moralité par rapport à nos activités économiques et ce qu'on fait en Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait en Afrique? On pille tous les jours. On pille. On met le couteau sous la gorge à des chefs d'État en leur faisant du chantage aux aides qui sont supposées être des aides au développement, pour leur dire prenez nos bateaux de pêche industriels, donne-moi tes ressources, donne-moi ton manganèse, donne-moi ton nickel, ton cobalt. C'est ça qu'on fait à l'Afrique. Et en fait, il est évident que l'ensemble des sujets qui sont les nôtres vont être réglés, ou pas, par des migrations. Mais les migrations vont augmenter. Parce que les gens n'auront pas le choix. Parce que les Belges, quand ils sont arrivés en France en juin 1940, vous savez ce qu'on a fait? Vous vous souvenez de ce qu'on a fait en juin 1940 quand les Belges ont été envahis par les nazis? On leur a refusé les verres d'eau. On a fait payer les verres d'eau. Vous vous souvenez de ça? Non, on a oublié. On a fait payer les verres d'eau à nos voisins belges envahis par les nazis. Alors vraiment, l'ambiance se dégrade rapidement. Donc agissez. Merci d'agir avec force à l'intérieur de vos institutions. Évidemment de soutenir Camille Etienne, les associations, et de passer au repas et fêter la lentille. Fêter Cap Veggie. Bon, qui souhaite poser une question à nos intervenantes ici présentes? Le micro. Je suis enseignante à l'école et dès le CM2, je peux vous assurer, je vous confirme, je rassure, on est très mobilisés et on travaille sur tous ces thèmes.
On organise des rallyes lecture à la fois en littérature, en sciences. Sur ces sujets-là, on fait faire des exposés, on les sensibilise, on va visiter le journal Le Petit Quotidien, on crée des journaux à ce sujet, on fait des podcasts sur le thème. Alors bien sûr, c'est des bouts de chou de 10-11 ans, mais qui sont très très intéressés, sans les paniquer, mais qui cherchent des solutions, qui veulent devenir scientifiques aussi, c'est quand même une solution également. Et quand on fait des voyages, on prend le train, on revient en train. Sur le lieu du voyage, eh bien, on se sensibilise à tous ces sujets, les animaux, les végétaux, l'énergie, on travaille sur l'énergie, et ça fonctionne du tonnerre. On a des générations à venir qui sont en train de travailler sur le sujet. Ça, c'est génial. Moi, j'ai fait une conférence à l'ESSEC la semaine dernière, devant 900 étudiants. Je suis sortie, j'étais vraiment complètement déprimée, parce qu'il faudrait que vous alliez enseigner à l'ESSEC, je pense, parce qu'ils ne connaissaient mais rien au changement climatique. C'est-à-dire que je leur ai montré mais vraiment le b.a.-ba des courbes, des scénarios. Ils ne connaissaient pas les scénarios, ils ne connaissaient pas les trajectoires. J'ai vraiment... Et donc j'ai demandé au prof, j'ai dit mais c'est pas normal quand même, vos étudiants, contrairement à Dauphine, ils ne sont pas formés. Et en fait non, ils ne sont pas formés. Donc évidemment, comme tu disais, en fait c'est intégré. Tout le monde parle de changement climatique, on entend parler de changement climatique, mais en fait on ne connaît pas la matérialité physique et biologique de ce que ça implique. Donc j'ai été... et je pense qu'en fait, il faut passer par cette case scientifique. C'est pour ça que les rapports du GIEC sont vraiment... Vous savez, il y a un truc qui s'appelle les résumés pour les décideurs, qui sont vraiment très bien écrits, qui sont hyper clairs. Et ça demande... Enfin, c'est accessible, c'est fait pour. Eh bien, non, vraiment, je pense que nos futurs managers, nos futurs leaders sont pas du tout assez formés sur la question. Mais c'est bien que vous les preniez tôt, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour agir. Bonsoir, merci beaucoup, c'était super intéressant. J'avais une petite question au sujet de nos enfants, qu'ils aient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 17. On essaye tous au quotidien de faire ce qu'on peut, et comme le disait très bien Laurence à l'instant, que ce soit avec les équipes pédagogiques ou nous, chez nous, on essaye de... Voilà. Mais on n'a pas votre voix, on n'a pas la puissance de votre discours et tous vos chiffres et toute la façon de vous exprimer, l'activisme, machin. Enfin, on n'a pas cette force. Et même si avoir une matière 2 heures par semaine, certes, c'est peut-être un petit peu protocolaire, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que ça serait utile de rendre obligatoire, alors on n'est pas l'éducation nationale, hein, mais on est à débat ouvert comme ça, est-ce que vous ne pensez pas que 1 heure ou 2 heures par semaine, ce serait quand même intéressant que les enfants aient... des cours un peu théoriques sur tout ce qu'on se raconte là et de comment ça s'applique et de tout ça? Juste des cours, de l'information. Oui, comme je réponds rapidement, bah, tout est bon à prendre. Hein, donc je vais pas lutter contre le fait qu'il y ait une matière sur le dérèglement climatique à l'école. Ce serait génial. Il y a des instituts qui sont en train de changer. Moi, je suis à l'institut à Sciences Po, là où j'ai fait mes études, où on est en train de mettre ça en place, justement. Mais j'en profite pour la première partie de la question, quand même, qui est chouette, qui est sur le sentiment d'impuissance. En fait, l'idée de dire on n'a pas votre voix, on n'a pas tout ça. Moi, j'avais pas de voix, je l'ai trouvé. Et c'est pas que donner des conférences, être visible, être qui est utile en rien. En fait, cette idée d'impuissance. Là, pourquoi est-ce que avec Claire, notamment, on est assez, on peut dire, on fait peur. En fait, nous, on nous reproche souvent de faire peur. Et tu disais, je suis fière d'être une prophète de malheur. C'est parce que si on va chez le médecin, enfin l'analogie. Moi, si je vais chez le médecin, parce que j'ai quelque chose qui va pas, j'ai pas envie qu'ils me disent bon, je vais pas vous faire peur, donc je vais pas vous dire ce que vous avez, parce que je voudrais un peu vous ménager. Attendez dans la salle là d'attente, et puis voilà, puis vous allez repartir avec un demi-diagnostic, et puis comme ça, vous allez vous soigner qu'à moitié. Moi, j'ai envie qu'ils me disent voilà ce que vous avez, je vous le dis sans mentir, de manière claire, et ensuite, voilà ce que vous pouvez faire. Face à ce diagnostic, il y a plein de chemins possibles. Et comme tu le disais, il n'est jamais trop tard pour que ce soit pire. Donc en fait, ce sentiment d'impuissance, il n'est pas réel. Il est créé, il est amplifié, mais en rien nous ne sommes impuissants. Vraiment. Et moi, c'est ce que je vois de mon point de vue d'activiste de 25 ans. Mais c'est le nombre de lois. Là, c'est le moment où on n'a plus de... J'ai pas d'humilité, mais juste à quelques-uns, avec des gens qui ne connaissaient pas forcément la politique, tout ça, qui sont associés à quelques scientifiques et quelques ONG, en fait, de voir ce qu'on a réussi à inverser des traités. On a fait sortir la France d'un traité international qui protégeait les énergies fossiles.
On était 5 à porter plainte, c'était fou. Enfin, il y a des moments qui se passent comme ça, des brèches dans lesquelles on peut s'engouffrer et qui sont absolument dingues. Alors ça demande beaucoup de travail, une rigueur, ça c'est vrai, mais en fait, il y a vraiment moyen de sortir de cette impuissance. Cette impuissance, elle permet aussi, soit parfois, c'est pour ceux qui sont dans des positions de pouvoir, l'impuissance, c'est une lâcheté. C'est de dire, bon, bah voilà, on est dans l'inaction, comme s'il y avait une inaction climatique. Il n'y a pas une inaction climatique, hein, c'est une action délibérée de destruction du vivant. Ou alors, en fait, c'est quelque chose qui permet de ralentir justement un soulèvement. Moi, je crois au contraire, et c'est ce qui est très beau quand on regarde, pour le coup, d'un point de vue de la biodiversité, quand on laisse tranquille, quand on fait des vraies aires marines protégées, quand on laisse tranquille les poissons, quand on laisse tranquille notre jardin. Regardez, même si vous avez un jardin, si vous ne mettez pas d'engrais, de pesticides dans votre jardin pendant un moment, vous allez voir très rapidement revenir des vers de terre, très rapidement, la vie reprendre le dessus. Donc en fait, il y a une possibilité énorme d'inverser des tendances qui se jouent là maintenant. C'est quand même ça qui est assez fou, c'est qu'on est à cet interstice-là où on peut prendre une route radicalement différente. Ça demande du courage et d'être capable de voir ce qui se passe en face. Encore, on finit sur Gunther Anders. Lui, donc, qui a beaucoup travaillé sur Hiroshima et aussi sur la Seconde Guerre mondiale. En fait, il montre que si votre maison prend feu et qu'il y a un pompier, si votre maison prend feu et que vous avez eu peur d'avoir peur du feu et que donc vous vous êtes jamais préparé à ce que c'était un incendie, bah on n'aurait pas, là je le vois en arrivant, un extincteur ici, des sorties de secours ici lumineuses qu'on peut voir. Vous auriez jamais fait dans cette école de test si jamais il y a des incendies, et donc on risquerait de soit ne pas avoir peur du tout et donc se faire brûler sur place, soit gêner les pompiers parce qu'on paniquerait. En fait, se préparer à ce qui arrive, au contraire, ça nous permet d'y faire face avec beaucoup plus de technicité, beaucoup plus de courage et beaucoup plus d'intransigeance. Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est de vous donner accès à cette connaissance-là. Et elle nous est pas arrivée, on n'est pas né comme ça en lisant le rapport du GIEC aussi. C'est parce qu'il y a des gens à ma place là qui m'ont mis un petit coup de boost et je me suis dit waouh. Bon, bah, ça me met dans un endroit pas très agréable, c'est vrai, mais qu'est-ce que j'en fais de ce petit vertige-là qui a été créé dans mon ventre? Et ensuite, on a la responsabilité, quand ça nous est arrivé, de le donner à d'autres. Donc, je pense que faire ce qu'on peut dans nos familles, dans nos écoles, c'est génial. Et puis aussi, quand on a cette chance immense d'avoir été touché par ce sujet, vraiment, vraiment faire cet effort toujours constant d'aller donner cette flamme à d'autres qui n'ont pas cette chance aujourd'hui. Une question, une dernière? Plusieurs, on peut rester toute la nuit, hein. Oui, bonjour à toutes et franchement merci pour votre spontanéité qui donne espoir. Alors moi je suis là à plusieurs titres. Je suis le papa d'une petite fille de 2 ans et demi et vu le titre de la conférence, tous les jours je me pose les questions. Comment est-ce que je vais aborder ces sujets-là avec elle pour lui donner envie de bien prendre de l'énergie au bras-le-corps pour se battre tous les jours comme vous le faites. Et puis par ailleurs aussi je suis un des présentateurs du journal Météo Climat sur France Télé. Et en fait, moi j'ai envie d'aborder avec vous une thématique que vous avez abordée mais caressée seulement. J'ai l'impression que tout ne vient pas forcément d'en haut. Il y a énormément de résistance au changement. Et quand on prend l'actualité de l'agriculture aujourd'hui, c'est exactement ça. Tout ne vient pas du lobby des agriculteurs, puisque c'est un mouvement qui vient de la base et qui les a dépassés. Quand on prend les bonnets rouges, pareil, c'est un mouvement qui venait de la base, alors qu'on avait des portiques-écotaxes qui pouvaient réguler les transports routiers. Même chose quand on a eu l'augmentation du prix des carburants, on a eu les gilets jaunes, qui est en fait une force, une inertie incroyable, une dynamique qui fait freiner en fait les changements de la société, puisqu'à chaque fois que les décideurs avancent un petit peu, eh bien il y a quelque chose qui est plus fort qu'eux et qui fait que électoralement, il faut tout arrêter. Et moi j'ai envie d'avoir votre regard là-dessus parce que j'ai l'impression que vous ne l'avez pas encore totalement abordé ce soir. Il y a plein de... beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées. Beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées. En fait, quand on regarde les politiques publiques, l'ensemble des transitions, elles ne se décrètent pas, elles s'organisent. C'est vraiment fondamental de penser ça, parce qu'en fait, on peut organiser la société de façon à se concerter pour organiser la solidarité, les transitions, la justice sociale. Justement, on parlait de la loi Egalim qui, c'est toute une affaire, ça c'est un autre sujet. Lancé évidemment le week-end du 14 juillet, le seul week-end où on se dit allez, 2 jours sans ouvrir l'ordinateur. Eh bien non. Enfin bref. Et donc le prix juste, la juste rémunération qui avait été promise aux paysans, etc. Et c'est jamais comme ça, parce qu'à la fin des fins, c'est quand même les législateurs, en fait, c'est le lobby qui tient la plume du législateur pour organiser, et c'est normal. Parce que les lobbies qui ont à gagner
à l'absence de changement, à un système qui continue à fleurir sur la base de subventions publiques qui alimentent des systèmes qui sont destructeurs de richesses financières, biologiques, sociales. Évidemment, ces lobbies-là sont organisés parce qu'ils dépendent des subventions publiques. Donc quand on prend les systèmes alimentaires que vous avez mentionnés, ce sont des systèmes qui sont, que ce soit la pêche ou l'agriculture, qui sont organisés sur la base de subventions publiques majeures. Et ils ont organisé, que ce soit la PCP, la politique commune de la pêche, ou la politique agricole commune, dans les 2 réformes qui ont eu lieu, il n'y a pas eu des réformes structurelles qui permettaient justement d'enclencher la machine institutionnelle et le fléchage des aides structurelles vers un soutien à une agriculture ou une pêche qui soit réellement durable. D'ailleurs, donc vraiment, ça me fait une transition, parce que on a sorti, ce matin, on a fait une conférence de presse, et hier, un événement au Parlement européen, parce qu'on sortait ce document qui s'appelle « Changer de cap » pour la pêche, que vous trouverez en ligne si ça vous intéresse, mais qui était en effet la première vision synthétique de où sont les performances. Parce que les lobbies industriels qui vont générer la colère tout à fait légitime, puisque en fin de course, il y a une colère légitime de la part des producteurs qui sont... Alors, c'est d'autant plus vrai dans l'agriculture, parce que c'est vraiment, vraiment la misère dans l'agriculture. Dans la pêche, ils vivent un petit peu mieux. Mais ils n'empêchent en termes de revenus. Mais pour le reste, ils sont soumis, en fait, à un diktat de politiques publiques qui sont sidérantes, d'injustice sociale. Quand on regarde réellement, factuellement, qui gagne dans ce système, on se rend compte que ce sont les producteurs qui sont les plus destructeurs de biodiversité, d'emploi, de finances publiques, de climat, et donc d'un ensemble de richesses que si on élargit en effet le spectre de la richesse à simplement la richesse monétaire, mais qu'on la comprend dans un sens un peu plus large. Et en fait, il n'y a pas de représentation dans les rapports de force de la société tels qu'ils sont. Le rapport de force est en défaveur des lobbies. C'est pour ça que quand même, à la fin des fins, les lobbies industriels aujourd'hui tiennent la plume du législateur et tiennent les pouvoirs publics et les politiques, parce qu'ils se sont organisés pour que ça se passe comme ça, parce qu'eux dépendent des subventions publiques. La pêche industrielle, sans subvention publique, disparaît. Il n'y a pas de rentabilité. Et c'est ce qu'on a montré, parce qu'on a fait une autre note avec l'Institut Rousseau, et on a analysé le budget de l'État, et on a montré qu'en fait, sur un chiffre d'affaires, par exemple, pour la pêche de 1,1 milliard d'euros, il y a 327 millions d'euros qui sont donnés en subventions publiques, et c'est vraiment une estimation ultra conservatrice, parce qu'on n'a pas accès aux données régionales, donc toutes les subventions qui sont données par les collectivités territoriales. Donc en fait, c'est des chiffrages qui sont vertigineux. Il se trouve que les subventions excèdent leur excédent brut d'exploitation. Donc en fait, ce sont des flottes qui sont structurellement déficitaires, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si on retire l'argent public à ces grands producteurs industriels, ils disparaissent. Donc ça, on le sait depuis longtemps. On connaît leur dépendance structurelle aux subventions. Et dans le système agroalimentaire, donc terrestre, c'est exactement le même cas de figure. Et ça marche main dans la main avec des grands producteurs de l'industrie chimique. Donc en réalité, si on était dans un cas de figure, où on était dans une démocratie où en effet les décisions, par exemple, étaient prises par une convention citoyenne, on aurait un changement radical de la gouvernance du bien public pour aller vers un maximum de bénéfices sociaux avec un minimum d'impacts environnementaux. Mais la société n'est pas organisée comme ça parce que les intérêts corporatistes ont une représentation politique très efficace. Et c'est ça que nous, en tant que citoyens, on doit exiger. Et la façon de l'exiger, déjà, c'est des votes. C'est des votes. Allez voter le 9 juin pour les européennes. Et alors, si pour des raisons qu'on pourrait débattre, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, culturelles, religieuses, je ne sais quoi, vous votez, disons, à droite, par hasard, dans le 7e arrondissement, bon, ou dans le 6e, eh bien, vous pouvez vous dire que pour les élections européennes, eh bien, vous pouvez voter de façon plus décontractée parce que c'est là que ça va se jouer. C'est là que va se jouer l'enjeu climatique, l'enjeu alimentaire, l'enjeu justement du fléchage des subventions. Si on veut changer les rapports de force dans la société, c'est ça qu'on doit faire, c'est aller voter pour qu'il y ait une représentation qui aille vers de la justice sociale. Et elle a partie liée avec la justice économique et la justice fiscale. Donc on ne peut pas en fait couper à ça. On ne peut pas couper à ça. Et c'est pour ça qu'in fine, évidemment les agriculteurs ont raison d'être en colère. Parce qu'il n'y a pas de pilotage de l'action publique qui soit en fait généreux, visionnaire et en fait qui cherche à régler les problèmes. En fait, on maintient de force, avec de l'argent public, on maintient le couvercle sous une cocotte en pression.
Évidemment que ça explose, et ça va exploser. Et vous savez ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'il y a une combinaison pêcheurs et agriculteurs en colère demain à Rennes d'ailleurs, parce que les pêcheurs sont interdits de pêcher à cause des captures de dauphins, mais évidemment. De Gascogne. Et voilà. Et en fait, ça fait des décennies qu'on attrape des dauphins dans les filets de pêche. Vous pensez que les pouvoirs publics ont organisé une concertation avec les pêcheurs pour leur dire est-ce que vous pouvez pêcher les poissons autrement? Mais bien sûr qu'ils le peuvent. Bien sûr qu'ils savent faire. Est-ce qu'on leur a donné de l'argent pour qu'ils convertissent leurs navires? Non. On les a bien laissés mariner. Ensuite, l'interdit est tombé parce que... Enfin, bref, c'est une longue histoire, ça m'énerve particulièrement, mais bon, je ne vais pas non plus vous saouler à moins que vous me disiez « On adore les dauphins !» Alors là, je vous parle pendant 20 minutes. Mais ce qui est en train de se passer est complètement délirant parce que l'action publique n'a rien anticipé. Donc, on se retrouve dans une situation de grogne. Les pêcheurs sont en panique. Et une fois qu'ils sont en colère, on leur lâche un peu de lest et on leur dit « On va vous donner peut-être un peu d'indemnisation sur vos salaires. » Et puis on va leur dire « Ah ben peut-être qu'on va prendre un arrêté pour empêcher que les pêcheurs espagnols viennent pêcher sur vos mêmes zones de pêche et puissent commercialiser un poisson que vous n'avez plus le droit de pêcher. » Et en fait, on a l'impression que c'est fait exprès. Et vraiment, vraiment je pense que si j'étais perverse et que j'étais conseillère de Macron, je lui dirais, vous savez quoi? Laissez faire là, c'est parfait, laissez faire la grogne. Parce que comme ça, ils s'en prennent aux écolos. Et donc on renvoie dos à dos, en fait, l'injustice sociale, la difficulté et la colère qui vient des terroirs, que ce soit la pêche et l'agriculture, on la renvoie vers les écolos. C'est parfait, ils regardent le match, ils distribuent les points, alors qu'en fait aujourd'hui, la colère, elle devrait aller vers les autorités publiques qui ont généré cette situation délirante qui est la nôtre, d'injustice sociale, de se retrouver avec en effet des agriculteurs qui littéralement crèvent de faim. Mais c'est complètement délirant, la vie d'un agriculteur, c'est la misère. Ou alors des pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher, c'est complètement fou. Élisée, Camille, Etienne. Moi, si je peux juste rebondir, je pense que c'est essentiel et en effet, moi je le vois, enfin même si l'avancée de certaines lois va pas assez loin, etc. Sans loi, on pourrait rien faire. Mais parfois, en effet, et je pense que dans les cuisines, on le voit très bien, la loi, elle dit quelque chose. Et les pratiques, elles ne changent pas assez vite. Alors même que la loi, elle dit, depuis le 1er janvier, normalement 2023, dans toute la restauration collective d'État, donc toutes les préfectures, tous les ministères, tous les CROUS, toutes les prisons, toute l'armée, toutes les entreprises publiques en France, doit y avoir une option végétarienne quotidienne. Ce n'est pas fait. Dans tous les hôpitaux aussi. Moins de 3%, je crois, à l'échelle nationale. Et pourquoi? Parce que bon, il y a eu des tribunes de gens dans les ministères qui ont dit ouais, le végétarien, vous êtes sympa, mais c'est pas pour nous. Et puis il y a aussi des gens sur le terrain, ça ne fait pas sens pour eux. En fait, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas l'enjeu qu'il y a derrière. Ils comprennent pas. On parle. Bon, alors, je suis là sympa avec mes légumineuses, mais depuis tout à l'heure, on parle de la destruction des océans. Si on bouffait pas de poissons, il n'y aurait pas de chalutier. Enfin, il y a un moment où en fait, il faut se poser la question 2 secondes. Enfin, il y a un truc qui est lié. Moi, je suis là en train de vous dire, c'est important de prendre du plaisir pour à manger des légumineuses, etc. Mais aussi parce que on aura moins de problèmes dans les océans si on mange moins de poissons. On aura moins de problèmes de gaz à effet de serre si on mange moins de steak. On aura moins de problèmes d'irrigation si on mange moins de volaille qui est nourrie avec du maïs. Donc tous ces problèmes, ils sont liés. Et oui, il faut évidemment que dans la culture et que les personnes comprennent. Un agriculteur qui comprend pourquoi il doit mettre de la légumineuse pour mettre moins d'engrais, etc. Et comment il va y avoir des relais de croissance, comment il va trouver des débouchés, ça fait sens pour lui. Mais ça passe par l'éducation et donc par l'école. Par l'école, mais pas que, par la formation, par l'information, etc. Mais ouais, ça commence par l'école. Il y a la loi elle est fondamentale et ensuite il faut aller plus loin. Moi je dis souvent nous ce qu'on fait c'est un service après loi en fait. On est là pour expliquer et donner les outils pour que ça soit vraiment mis en place sur le terrain. Merci à vous 6. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Juste, je suis désolé, je pense qu'on pourrait faire la soirée entière. Et donc, merci infiniment. Merci aux intervenantes. Merci à nos élèves. Merci pour votre présence. Juste un tout petit mot pour vous dire que dans 15 jours, le mardi 6 février, c'est la prochaine de nos tables rondes sur l'éducation en question. Et donc, on espère vous retrouver à cette occasion sur un thème qui nous tient particulièrement à cœur, comme celui de ce soir,
la façon dont l'école peut être un laboratoire de la citoyenneté. On parlera d'inclusion scolaire, on parlera de mixité sociale, on parlera aussi de la façon dont on permet de limiter les situations de harcèlement. Merci beaucoup, merci infiniment, très bonne soirée.